I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Jude. Alors Benoît, tu es détective privé, tu es juriste et tu t'es fait une spécialité sur l'emprise sectaire, en fait, sur les phénomènes d'emprise. Ouais. Et avec ta compagne Amélie Dumaine, qui est psychologue cognitiviste, vous travaillez ensemble donc sur cette thématique-là et vous avez coécrit ce livre, La mécanique de l'emprise, comprendre et déjouer les techniques manipulatoires. Et alors, il y a une démarche dans la démarche qui est très importante, c'est que vous positionnez d'un point de vue scientifique fondé sur les preuves. C'est la raison pour laquelle je t'accueille aujourd'hui sur Dragon Bleu TV. Et ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux phénomènes sectaires, aux phénomènes d'emprise, mais pas toujours d'un point de vue très scientifique et pas toujours d'un point de vue très rigoureux. Alors, on va en parler de tout ça, mais dans un premier temps, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient un détective privé. Déjà, je ne savais pas que c'était un métier réglementé, assermenté, etc. Et comment tu es venu à t'intéresser en fait à ce phénomène sectaire. Et alors, c'est toute une histoire, mais à la base, je suis plutôt d'orientation moi, juridique, puisque je suis juriste fiscaliste même, pour tout dire. Mais j'ai une orientation qui est quand même aussi à la base très très pénale. C'est-à-dire que je fais surtout du droit pénal et des sciences crime. Donc j'étais peut-être destiné à être dans l'enquête plus officielle, type policier ou bien plutôt avocat pénaliste, voilà. Le fait est que je ne suis pas devenu ça, parce que je suis devenu juriste fiscaliste donc en entreprise, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup. Donc je me suis réorienté et c'est là où effectivement le métier, on constate qu'il est réglementé. Puisque pour devenir détective privé, il faut faire une école obligatoire, il n'y en a que 4 en France. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, donc je suis professeur maintenant dans 2 écoles sur 4, une école privée et une fac, parce qu'il y a 2 universités. Et à l'issue de ce diplôme, c'est un équivalent licence pro, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de poser le cadre. Il faut ensuite décrocher des agréments, 3 numéros différents en fait, qu'il faut renouveler tous les 5 ans par formation continue, et moyennant une enquête de moralité, c'est-à-dire que les autorités vérifient qu'on n'ait déjà pas de casier judiciaire, mais au-delà de ça, qu'on n'ait pas de fichier de police en fait, c'est-à-dire qu'on n'ait pas fait de garde à vue, des trucs comme ça. Donc c'est très très réglementé et très contrôlé tout au long de notre carrière. Donc on a un code de déontologie, et dès l'instant où on dépasse les règles de notre code de déontologie, on peut être poursuivi par du disciplinaire. Il y a un organisme au-dessus de nous pour ça, le CNAPS, qui peut nous enlever nos agréments et nous dire vous ne travaillez plus. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas des mercenaires, c'est pas freestyle, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Pour revenir à ta question, moi ensuite, pourquoi je me suis réorienté plus vers les dérives sectaires, la manipulation même en général. Et donc, en tant que détective privé, on a vocation à enquêter sur tous les champs du droit civil, droit pénal. On n'a pas tellement de limites. Si tant est qu'on a une légitimité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on enquête dans un cadre juridique, on ne peut pas, encore une fois, faire ce qu'on veut. Et il y a plusieurs champs d'enquête. Et moi, effectivement, pour revenir à ta question, je me suis intéressé plutôt aux dérives sectaires et à la manipulation même au sens large, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec une psychologue cognitive et sociale que tu as citée, Amélie, qui a coécrit donc le bouquin avec moi. Ce qui nous permet en fait dans l'agence de couvrir 3 champs qui sont hyper importants dans ces enquêtes-là, que sont le droit, évidemment, puisqu'on reviendra dessus, mais il y a un cadre juridique. L'enquête privée, ça c'est mon rôle de détective privé. Et puis la psycho, puisque je n'ai pas la prétention d'être psychologue, mais voilà, le fait de travailler en proximité avec Amélie, forcément, on va dire que ça m'a aguerri. Et alors pourquoi ce choix-là? J'allais dire par passion pour les phénomènes cognitifs, on va en reparler, pardon, mais voilà, une certaine passion pour ce qui se passe comme ça en termes manipulateurs entre les êtres humains, et la vocation d'être un peu plus dans l'intérêt général que, par exemple, des dossiers d'adultère. On est très connus pour ça, nous les détectives privés. Ouais. Moi, dès l'origine, ça ne m'a pas du tout intéressé. J'avais plutôt vocation à être sur des champs un peu plus d'intérêt général. Il y en a d'autres, mais celui-ci m'intéresse beaucoup plus pour sa vocation psycho, quoi. Alors, l'emprise sectaire au sens large, c'est quelque chose qui est extrêmement moteur dans les sociétés et qui est largement sous-évalué. Oui. Ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience d'infiltration dans les sectes? Parce que tu vas très loin. Ce que tu décris dans ton livre, c'est que tu te fais passer pour adepte et tu participes à des choses un peu bizarres. C'est ça, ouais. C'est un engagement. Disons que notre rôle avant tout de détective privé, c'est d'aller chercher des preuves, qui ne sont pas toujours parfaites, mais on s'approche de la preuve la plus solide possible pour permettre aux gens d'accéder à la justice.
on est vraiment des traits d'union en fait entre nos requérants et la justice, parce que ça peut être parfois difficile de porter plainte, surtout sur des phénomènes comme la manipulation qui sont invisibles, hein. Ça glisse un peu entre les doigts des juristes notamment. Donc moi, je suis vraiment là pour aider les gens à constituer un dossier et à accéder déjà à la première marche qui est le procureur de la République. Bon, pour ça, dans des phénomènes comme les dérives sectaires ou les dérives thérapeutiques, on en reparlera, et ben parfois on n'a pas grand-chose de l'extérieur, hein. J'allais dire hors les murs. Donc parfois il faut être un petit peu sur le terrain pour voir ce qui se passe au plus près C'est de le la rôle du détective, manipulation. justement, d'aller C'est chercher ça, l'info ouais. là où elle se trouve. Ouais. Exactement. Je ne suis pas toujours obligé de l'infiltrer, hein. Je vais le faire une fois sur cinq parce que parfois j'ai suffisamment d'éléments grâce à mes requérants ou bien à l'extérieur, j'arrive à capter des trucs parce qu'on a plusieurs techniques d'enquête, hein. On peut planquer, on peut faire des filatures, etc. Mais parfois, j'ai pas le choix parce que j'ai rien du tout à l'extérieur, donc il faut que j'aille voir dedans ce qui se passe. Et donc là, effectivement, je suis parfois le patient mystère, entre guillemets, sur des dérives thérapeutiques, c'est-à-dire des thérapies un peu bizarres, où je vais voir un petit peu ce qui se passe et j'allais dire le seuil de risque, voire de danger. Et parfois, oui, effectivement, l'adepte mystère, où là, il faut que je monte toute une légende, quoi, une couverture, un personnage, clairement, hein, suffisamment crédible pour que je puisse trouver une faille pour pouvoir entrer à l'intérieur du groupe, et suffisamment, de toute façon, crédible, quoi qu'il en soit, dans mes interactions ensuite sociales avec les gens quand je suis sur place, puisqu'il faut que faut que je sois naturel, quoi, enfin, aussi naturel que possible, en tout cas, Oui. pour passer inaperçu. C'est pas toujours évident. Ouais. Alors, dans toute la première partie de ton livre, tu expliques en fait que les manipulateurs exploitent des biais cognitifs. En fait, nous sommes tous victimes de biais cognitifs qui nous affectent au quotidien. Et en fait, il y a pas mal de choses que tu listes, on va pouvoir en parler, mais qui sont de l'ordre de la... C'est vraiment du quotidien, quoi, à la base. C'est pas... Il y a un terrain qui est là et tout le monde peut être soumis à ce genre de choses. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif, en fait? Oui, C'est la alors, base, en fait, hein, d'explication. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? comme on l'explique dans notre livre, c'est la première marche qui fait que déjà on va avoir une forme de vulnérabilité interne. Alors à chaque fois, on ne renvoie pas la responsabilité vers les victimes, hein. Évidemment, l'auteur principal, c'est l'auteur de manipulation. Mais parfois, il va avoir vocation à s'appuyer sur cette tendance qu'on a tous de s'auto-manipuler. C'est les biais cognitifs, quoi, en fait, comme tu le dis. Alors, ce qu'on indique dans le livre avec Amélie, c'est pas issu de notre chapeau, hein. C'est vraiment 50 à 60 ans, voire 70 ans de recherche en psychocognitive et sociale. Ce qu'on fait simplement, c'est de compiler une méthodologie qu'on a été obligé de mettre en place en 10 ans. Alors, en premier lieu, déjà pour me protéger moi de la manipulation, surtout quand je vais sur le terrain en infiltration sectaire, il faut que je connaisse quand même, hein, pour que je sois aguerri et que je m'en protège. Et aussi, et surtout maintenant, pour pouvoir objectiver en fait la manipulation. C'est-à-dire quand je suis sur place, il faut que je sache ce que je vois pour constater et ensuite permettre à Amélie de l'analyser. Et ensuite, on rend un rapport d'enquête qui est recevable en justice. Oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, la conséquence de notre cadre strict de détective privé, c'est qu'on rend des rapports d'enquête qui sont recevables en justice. On est très contrôlé, donc du coup, nos rapports sont une pièce importante. Bref, mais pour revenir voilà, sur les biais cognitifs, comme on l'explique dans le bouquin, pour nous, c'est la première marche. C'est-à-dire que à la base, tout ce dont qu'on est, c'est pour ça que tu as raison de rappeler que c'est un peu du quotidien, la manipulation, malheureusement. Bon, évidemment, dans les dérives sectaires, ça à l'extrême, quoi, hein. Mais les biais cognitifs, c'est la première marche dans le sens où on a tendance à beaucoup travailler en ce que Kahneman appelle, qui est un professeur de psychosocial, en système 1, système 2. C'est-à-dire qu'on va avoir un système dans notre cerveau, c'est très imagé, hein, mais ça mérite d'être assez clair. On a un système 1 qui est très intuitif dans notre cerveau, donc qui est très utile, qui a été très utile pour l'évolution de l'homme, qui nous a permis de réagir à des situations d'urgence rapidement, hein, mais qui est bourré justement de ce que tu citais, les biais cognitifs, c'est-à-dire cette faculté qu'on a de réagir et de penser de manière intuitive, courte et rapide, mais qui parfois peut être biaisée, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un peu trompeur. Je vais donner des exemples, hein. Et on a à côté de ce système 1, le système 2, qui est un système beaucoup plus analytique où on va prendre du recul sur la situation pour être sûr que notre intuition ne nous trompe pas, mais qui est très lent, très coûteux cognitivement, c'est-à-dire en énergie, hein, en gros, et donc qui n'est pas privilégié par le cerveau parce que c'est fatigant et que c'est pas rapide. Bon, peut-être que tu voudras des exemples de biais cognitifs pour que ce soit un peu plus clair. Tout à fait. Alors, moi, un exemple que j'aime donner en biais cognitif, parce qu'il fait vraiment partie de notre vie de tous les jours, c'est le biais de corrélation illusoire. C'est-à-dire que notre cerveau, il a une tendance à relier des événements qui n'ont rien à voir entre eux.
mais on va leur donner une consistance, on va leur donner un enchaînement logique. Comme exemple, ça va être quelqu'un, on va penser à quelqu'un, et cette personne va nous appeler. Spontanément, notre cerveau va y voir une corrélation. Il va se dire, ah, c'est parce qu'on a pensé à la personne Le qu'elle sixième nous a sens. appelé. Ouais. Et ben, le cerveau va parfois plus loin, il va plus loin que la corrélation illusoire, c'est-à-dire le lien entre les événements. Il va même parfois jusqu'à une causalité illusoire, c'est-à-dire qu'il va dire transmission de pensée. C'est parce que j'ai pensé à cette personne que du coup, elle m'a appelé. Alors, ça va plus loin que la corrélation. Mais en fait, on oublie simplement que c'est juste une statistique. C'est juste complètement le hasard que cette personne nous ait appelé alors qu'on pensait à elle, mais parce qu'on a oublié toutes les fois où on l'a appelée pardon, sans qu'on ait pensé à elle, et inversement où on a pensé à elle sans qu'elle ait appelé derrière. Quantité de fois, Et 99% inversement, du temps. on peut aussi penser à une personne et voir apparaître Ouais, dans ses fils X, Twitter, Facebook, des éléments relatifs à cette personne, tout à à sa fait. vie, etc., alors que qui ne sont pas liés, et penser également à une forme de transmission, alors qu'on n'y a pas parlé, en fait. Il y a C'est aucun ça. élément qui fasse que les algos puissent... mais en fait, on oublie que les mêmes éléments sont apparus plein de fois auparavant et apparaîtront après Exactement. sans qu'on y prête attention. Il y a le fait de se focaliser son attention sur un élément et d'y prêter C'est ça. une cause, en fait, alors que ça n'a rien à voir. C'est exactement ça. Ouais. C'est confortable pour notre cerveau de toujours trouver une raison, pas un vide. Et le vide statistique pour notre cerveau, c'est pas agréable, le fameux hasard. Donc voilà, pour le cerveau, il n'y a pas de hasard, et parce qu'en plus, le cerveau a cette tendance à évacuer tout ce qui n'est pas important. Et statistiquement, à chaque fois que quelqu'un nous a appelé sans qu'on pense à lui, ou inversement, qu'on pense à lui sans qu'il nous ait appelé, ben, notre cerveau, il s'en fout de cette donnée-là, donc il s'en rappelle pas. Et donc, on fait le focus sur cet événement unique, qui nous paraît unique, où on pense à quelqu'un et il nous appelle. Mais c'est juste le hasard, comme le loto, quoi. Et c'est le fait aussi de sélectionner dans la masse d'informations auxquelles on est entouré, de sélectionner les informations qui viennent confirmer une croyance, Bien une sûr. position qui peut être politique, philosophique, tout ce qu'on veut, Ouais. et mettre de côté toutes celles qui ne la confirment pas, en fait. Ouais, c'est le fameux biais de confirmation, c'est de loin le plus massif des biais cognitifs. On va avoir effectivement cette tendance déjà naturellement à évacuer un petit peu les informations qui vont pas dans notre sens parce que cognitivement c'est désagréable et à ne traiter que l'information qui conforte notre avis. Mais en plus, ben, actuellement, ce qui est hyper piégeux, c'est que les algorithmes vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous enferment dans une bulle de filtre pour qu'on reste le plus longtemps possible. Et ils ont une tendance à pas nous mettre face à des avis qui vont nous faire rage quit, quoi, qui vont nous faire quitter le réseau social parce que ben, on voit moins de pubs, parce qu'on interagit moins, et voilà. Donc il y a ce double piège déjà interne, cognitif, plus les réseaux sociaux, le piège, on va dire, algorithmique, qui fait que là, sur les réseaux sociaux, ouais, c'est vraiment, vraiment casse-gueule. Je fais régulièrement des émissions sur des sujets engagés et régulièrement j'ai des messages de personnes qui sont opposantes à ce discours. Et moi, si je fais des émissions, c'est parce que c'est justement pour m'opposer à un discours dominant qui va toujours dans un même sens et pour apporter une position plus rationnelle, plus ouverte, plus nuancée, voire critique sur certains sujets. Et les gens me disent, mais en gros, pourquoi vous n'avez pas confirmé mon biais de confirmation? En gros, pourquoi est-ce que vous faites interviewer des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi? Alors que Ils se rendent pas compte que, hé, sors de ta bulle en fait. La vie, c'est c'est ça. autre chose. Ouais, c'est un exercice d'esprit critique qui est difficile de sortir de sa bulle, comme tu le dis, sachant qu'en plus, voilà, j'allais dire, informatiquement, l'algorithme nous y enferme sans qu'on en ait trop conscience. En Ouais. plus, on a ce biais en interne. Il faudrait se forcer très régulièrement à aller voir les avis Oui. inverses, à liker des avis qu'on n'aime pas, peut-être, mais pour perturber l'algorithme et faire en sorte que nous-mêmes, on accède à une forme d'esprit critique. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, hein, mais ça nous challenge, en fait, pour voir s'il n'y en a pas des angles morts, tout simplement. Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on pense mal? Alors, on a commencé à aborder le sujet, mais il y a différentes techniques que vous développez au début du livre, et ça ressemble un peu beaucoup les techniques de vente. Oui, Alors c'est marrant parce que, ou alors même, je sais pas, moi je veux que mon enfant range sa chambre. Je veux vraiment qu'il range sa chambre. Donc je pareil. vais utiliser essayer d'avoir il y a des choses qui sont drôles parce que c'est vraiment de la communication au quotidien en fait. Hein. Et Complètement, après, ouais, ça peut être utilisé de manière beaucoup plus coercitive, plus maligne, plus c'est ça. systématique par certaines personnes. Mais à la base, c'est de la communication. Ouais, tout à fait. Bah, les deux chercheurs qui l'expliquent bien sont Joule et Beauvois dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est un livre phare sur ce dont tu parles, c'est la soumission librement consentie.
C'est neutre à la base, hein. C'est-à-dire que ça se repose sur la manipulation. La manipulation en psychosocial, c'est pas un terme péjoratif. C'est un terme qui décrit un phénomène de communication qui fait qu'on influence l'autre Oui. en s'appuyant sur la surestimation de son libre arbitre, qui est de loin le problème majeur dans nos relations sociales. Et effectivement, ça peut s'appliquer de manière très commerciale, comme tu l'as cité, dans les magasins, etc. Parce qu'on a un interlocuteur qui a un intérêt à nous faire quelque chose, donc il va utiliser plusieurs rouages pour qu'on ne se rende pas trop compte. Mais ça peut être utilisé j'allais dire, au niveau institutionnel pour des choses plutôt positives, comme la prévention, sécurité routière, ou contre la maladie, ou je ne sais pas. Donc on va utiliser aussi des techniques de manipulation pour engager les gens. On reviendra ça sur ce phénomène d'engagement. Mais oui, c'est pour ça que Joly Beauvois écrivait sur leur titre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est un espèce de trigger warning, hein, pour dire faites attention. Ok, bah, c'est un peu comme notre livre avec Amélie, hein. On délivre des choses pour que les gens s'en protègent, mais le fait de le délivrer, bah, certains peuvent s'en saisir pour en faire quelque chose à leur avantage pur, voire de plutôt pernicieux, quoi. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Ouais, tout à fait. Donc là, on est plutôt sur, nous, ce qu'on décrit un peu avec Amélie, sur un peu cette deuxième marche, qui s'appelle la soumission librement consentie, et qui est composée de tout un tas de techniques dont l'objectif est de faire à quelque chose à quelqu'un en lui laissant entendre qu'il le fait complètement librement, sans influence, sans manipulation. Donc on va mettre en place des petites choses pour que la personne soit à l'aise, et elles sont très bien décrites dans les expériences de psychosocial. On en a découvert plusieurs au fil du temps. La plus connue étant, parce qu'elles ont des noms, ces techniques, la plus connue est le pied dans la porte. De loin, c'est vraiment celle qu'on rencontre le plus souvent dans la vie de tous les jours, mais y compris moi dans les milieux sectaires. C'est-à-dire, c'est l'art de placer une demande peu coûteuse avant la vraie demande. C'est-à-dire une demande qu'on sait qu'elle ne sera pas refusée, mais on s'en fout un peu. Pour imager le truc, dans les années 50, ce phénomène a été découvert via une expérience qui a été conduite de la manière suivante. On avait deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui demandaient des sous dans la rue, de manière frontale, directe. Là, on avait grosso modo 10-20% de réussite, c'est-à-dire que la plupart des gens ne donnent pas d'argent comme ça dans la rue. Et avec un autre groupe, on s'est dit, on va placer une demande peu coûteuse avant. On savait qu'on allait demander des sous, mais d'abord, on demande quelque chose de peu coûteux. Et là, en l'occurrence, c'était à l'époque de demander de l'heure. Et on savait que, grosso modo, presque 100% des gens allaient donner l'heure, ce qui fut le cas. Et derrière, on s'est rendu compte que dans ce groupe-là, de gens qui donnent l'heure avant, ces gens-là donnent ensuite de l'argent à hauteur de 60%. C'est pas parfait, mais on se rend compte qu'on augmente le résultat de 3 ou 4 fois, quoi, en fait, sans la demande peu coûteuse avant, qui est juste, là, en l'occurrence, de demander l'heure, pardon. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, aujourd'hui. Il y a un début d'engagement, ça veut dire quoi? Il y a un début d'engagement et du coup, on peut tirer sur le fil en fait. Les gens sont Exactement. plus enclins à... Ouais. C'est-à-dire qu'on a, collectivement, notre cerveau, c'est une forme de biais, en fait, hein, là aussi, hein. Les techniques de manipulation reposent sur cette tendance qu'a le cerveau de s'accrocher à cette décision initiale, qui est le fameux engagement. On est engagé par nos actes, en fait. La psychosociale a montré qu'on est plus engagé par nos actes, ce qu'on fait, que par nos valeurs. On peut avoir des valeurs, on le verra avec Milgram, hein, peut-être après, la soumission de l'autorité, c'est encore plus visible. On a des valeurs, tous autant qu'on est, hein, et heureusement, et souvent à la rattrape même, hein, une certaine escalade d'engagement quand on voit qu'on s'est trompé, mais ça peut être coûteux, on verra. Mais on a cette tendance d'abord à être attaché à nos actes, et notre cerveau va avoir tendance à nous figer, ce qu'on appelle l'effet de gel, dans un univers d'action. Là, en l'occurrence, notre univers d'action pour quelqu'un qui demande l'heure, c'est de lui rendre service. On s'est engagé en fait à lui rendre service en lui donnant l'heure. Derrière, en fait, à cause de... Ouais. Je lui ai dit oui, donc je ne peux pas lui dire non derrière. Exactement. À cause de ce mécanisme d'engagement, notre décision a été de lui rendre service. On va avoir des difficultés à lui dire non, parce que c'est l'exact inverse de ce qu'on a fait avant. Pour notre cerveau, c'est coûteux. C'est toujours un rapport, en fait, coût-décision. Pour notre cerveau, c'est moins coûteux cognitivement de se laisser aller et de rester sur ce schéma de décision, plutôt que de se dire je reviens sur ma décision, j'ai plus envie de lui rendre service. Là, c'est un tout petit exemple, hein. On sent bien qu'il peut y avoir des spirales beaucoup plus massives, hein. Mais déjà là, à partir de la deuxième décision, c'est-à-dire la décision coûteuse après celle qui ne l'était pas, on sent déjà que l'engagement, en fait, il s'installe. Et des techniques de manipulation, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-ci, elle est très facile à mettre en place. Et finalement, quand on y réfléchit dans son quotidien, elle est assez fréquente. Surtout dans les situations commerciales, comme tu le citais, mais Ouais, dans plein d'autres situations. mais dans plein d'autres situations. Et Ouais. les gens dans l'histoire de développement personnel, de groupes sectaires ou
tout ça, dès lors, ça peut expliquer en fait dès lors qu'ils s'engagent, donc ils ont commis des actes, d'acheter des livres, d'assister à des conférences, de dire oui, hein, de liker des trucs, de partager des informations, Mm. ils se sentent, plus ils sont là-dedans, plus ça devient difficile de revenir en arrière. Et c'est ce que tu Ouais, décris, c'est une escalade d'engagement. c'est ça exactement. Ça, encore une fois, c'est Joule et Beauvois qui décrivent ça très bien dans leur livre. Nous, avec Amélie, on rajoute les exemples un petit peu qu'on a vécu aussi dans la réalité. Pour le coup, hein. Tous les exemples qui sont dedans en deuxième partie sont vrais. Bon, sur Internet, il traîne quelques exemples d'infiltration que j'ai pu faire. Évidemment, j'ai anonymisé tout ça, mais si les gens veulent voir un petit peu ce que j'ai pu faire sur le terrain, eh ben, ils auront quelques extraits comme ça qui permettent de se mettre un petit peu en situation. Oui, effectivement, ce qu'on a rencontré, ça va être l'escalade d'engagement parfois un peu extrême, mais on se rend compte que cet engagement, il peut être aussi très casse-gueule assez rapidement, effectivement, dans certaines situations, si on n'y prête pas attention. Et on verra hein, comment on peut se protéger de tout ça. Finalement, grosso modo, c'est simplement au moins déjà être au courant de ces phénomènes-là, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, oui. Et alors, donc, ça nous amène à la dissonance cognitive, parce que lorsqu'on est dans une spirale d'engagement, Mm. on explique des gestes qui deviennent de plus en plus engageants, C'est ça. mais il arrive à un moment donné, lorsqu'on est sous emprise sectaire ou l'emprise d'une personne, l'emprise d'un groupe de personnes, quelles que soient les situations, ça peut être idéologique, politique, toutes sortes de situations, développement personnel, en fait, cet engagement nous emmène à découvrir des valeurs, à faire des choses qui sont en contraire à son intérêt propre, à sa sécurité et à ses valeurs. C'est Et ça. donc, ça arrive de manière conjointe en fait. Ouais, Plus c'est je ça. m'engage et plus j'éprouve de la dissonance cognitive. Est-ce qu'on peut expliquer ce que Ouais. c'est que la dissonance cognitive? Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment la bascule, en fait, la dissonance cognitive. Alors, pour bien l'expliquer, déjà, il faudrait peut-être définir la Oui, cognition. il y a un point de bascule entre Ouais, l'engagement exactement. qui peut être neutre, où on perd de l'argent, on perd des choses, mais enfin voilà. Et puis après, il y a un point de bascule. Exactement. C'est-à-dire que pour revenir déjà à l'adjectif cognitif, ça vient de la cognition. Et la cognition, en fait, c'est tous les processus mentaux qui nous permettent d'acquérir de l'information et ensuite d'interagir avec notre monde. Donc, c'est la mémoire, le raisonnement, le langage, etc., etc. Je laisserai les gens découvrir un petit peu ça, mais c'est tout ce qui fait que notre cerveau est notre cerveau et qu'on est des êtres humains. À un moment, notre cerveau, il aime la consonance cognitive. Bien sûr, tu l'auras compris. Et quand on est en dissonance cognitive, en fait, c'est un état qu'on ressent qui n'est pas que psychologique, qui devient physique. On le voit un petit peu dans la vidéo de l'expérience de Milgram, on y reviendra. Mais quand les gens sont en dissonance cognitive, ça se voit physiquement, ils sont mal à l'aise. Et en fait, la dissonance cognitive, c'est quand on a tout simplement deux cognitions qui ne sont pas compatibles. Donc, typiquement, c'est peut être, comme tu le dis, une prise de décision et des valeurs. Ça, c'est deux blocs cognitifs. Et notre prise de décision peut être complètement en adéquation avec nos valeurs. Encore une fois, c'est extrême chez Milgram, mais dans une simple escalade d'engagement en soumission librement consentie, ça peut déjà arriver. Ce que tu cites, c'est plutôt bien parce que c'est-à-dire que quand on rentre dans un phénomène sectaire, il va y avoir en cascade un certain nombre d'événements qui vont se passer. C'est toujours progressif. On rentre jamais comme des bourrins dans la croyance, c'est d'abord des petites choses. Je sais pas, par exemple, on va dans un salon du bien-être, on achète des petits cailloux, des bracelets, des huiles essentielles, après on fait un stage, ou du moins on commence par une conférence, puis on fait un stage payant, puis on commence à emprunter pour faire un stage de 6 mois, puis on devient praticien, puis après on rentre carrément dans une communauté. Enfin, c'est souvent comme ça, très progressif. Et du coup, à chaque fois, on prend une décision. Et dans ce corps de décision, on va prendre parfois des décisions qui sont graves, comme, alors, effectivement financières, mais je dirais là-dedans, c'est pas forcément le plus grave, même si ça peut l'être, hein. Mais surtout, parfois, ça va être une décision de dire, je vois plus ma famille, parce que je considère qu'il me pose problème. Je quitte mon boulot, je change de pays, je me mets en danger au niveau de ma santé parce que je vais faire telle ou telle chose. Ce qui fait qu'en fait, on rentre dans un phénomène où clairement l'engagement est massif et à chaque fois qu'on prend une décision, parce que le cerveau est comme ça, on a cette tendance à toujours sous-peser notre décision justement avec un autre système de cognition. C'est là en fait où on est en dissonance cognitive. À un moment donné, on se dit est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et notre cerveau va faire en sorte qu'on sorte le plus facilement et le plus rapidement possible de la dissonance cognitive. Par exemple, évidemment, quand les gens se mettent en rupture avec leur famille, en général, c'est peut-être pas leur valeur de départ. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes dans une famille et que ça soit mieux pour eux, hein. Mais en général, c'est pas ce qu'ils ont appris, c'est parce qu'on veut dans la vie. Et donc, il Et c'est ce va. qui nous insécurise. En fait, en Ouais, gros, c'est s'isoler
pour refuser d'être en confrontation avec des personnes dont le système de valeurs qui vont remettre en question C'est les ça, valeurs qui sont imposées par le gourou, par le groupe, par la secte, exactement. par le milieu. Parce qu'en fait, ça peut paraître évident d'aller de soi, mais en fait, je sais pas, ça ne l'est pas. En fait, tous ces gens qui sont dans des mouvements sectaires, qui sont leaders en fait de ces mouvements sectaires ou qui prônent ces choses-là, ils prônent des choses qui sont complètement délirantes en fait et qui vont à Bien l'opposé. souvent, ouais. Je veux dire, on pourrait avoir un mouvement sectaire qui prône des choses saines, je ne sais pas si ça existe, mais en fait, en l'occurrence, à chaque fois, ils prônent des choses qui sont mauvaises pour la santé, l'intégrité physique et psychique des personnes, en fait. Disons qu'actuellement, voilà, là où on va vite arriver en dissonance cognitive, c'est que souvent dans les groupes sectaires, eh ben, ce qu'on te propose est complètement en inadéquation de ce qu'on t'a appris. Respecter ta famille, manger, je sais pas, telle nourriture, suivre tel protocole médical. Mais Et donc, l'instinct de survie, l'instinct ouais, de ce qui est sain, de ce qui fait du bien, en fait. exactement, oui, oui, et voire même te faire commettre des actes que tu n'aurais pas commis dans une situation normale. Et donc là, le cerveau, il est en dissonance cognitive et il se dit, bah, faut pas, on peut pas rester en fait en dissonance cognitive parce que c'est un état physique qui est très désagréable. Donc il va utiliser des techniques, ce qu'on appelle les modes de réduction de la dissonance cognitive, pour nous remettre en consonance. Et le moins coûteux pour le cerveau, pour nous remettre en consonance cognitive, c'est exactement ce que je te disais au début, c'est de confirmer son engagement de départ. Toujours aller chercher une excuse pour se dire, mes décisions de départ, en fait, ça va, elles étaient bien. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement coûteux, surtout au bout de 10, 15 ans, de se dire qu'on a pris une mauvaise décision, surtout quand physiquement on a été impacté, financièrement, familialement, etc., etc., qu'on a commis peut-être des actes sur des gens, qu'on a été à la fois victime et auteur, ce qui est souvent le Oui, cas dans les dérives oui. sectaires. Il faut remettre tout ça en question. Pour le cerveau, c'est extrêmement coûteux. Donc, il y a un mode de réduction qui est celui de changer de décision, c'est-à-dire revenir au départ et dire, bah, j'ai pas pris la bonne décision, donc j'arrête. Mais ça, c'est hyper coûteux. Donc, en général, le cerveau va utiliser des modes de réduction qui sont moins coûteux, comme par exemple la trivialisation. Ça va être de dire, ouais, mais si c'est pas moi qui l'ai fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Ou alors, ça va être de carrément changer son système de valeurs et de se dire, bah, au final, ben non, en fait, ce que je pensais au début, en fait, non, c'est pas mes valeurs, donc je vais Ça les amène les modifier. gens à relire leur passé, Ouais, exactement. pour se fabriquer des familles toxiques alors qu'elles ne l'étaient pas, des amis toxiques alors qu'ils ne le sont pas, voilà, à relire leur passé, leur propre vie, leur propre jugement, leurs propres émotions de Tout à manière fait. complètement différente en fait. En fait, Complètement, il ouais. s'agit d'écarter tous les messages qui viennent en dissonance avec le message C'est de la ça. secte. Bah, si on avait une valeur familiale forte au départ, et si on veut rester dans notre système comme ça d'engagement, bah, il faut que notre valeur familiale, elle soit remise en question à un moment ou à un autre. Donc, s'il est nécessaire de revisiter son passé familial en se disant, ouais, mais finalement, je me rappelle, ma mère, elle avait fait ça, mon père et tout. Ah ouais, donc du coup, c'était des toxiques. Donc du coup, mon gourou, il a raison, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un système d'influence hein, là-dedans. Hein. C'est à la fois interne et externe, parce que une personne qui nous influence, elle a tout intérêt à ce qu'on remette en cause notre système de valeurs de départ. Donc elle va appuyer là-dessus en présentant notre passé sous sa version à lui. Et en lui disant, oui, mais tu vois, quand ta mère, par exemple, faisait ça, c'est parce qu'elle t'aimait pas, c'est parce qu'elle préférait ton frère. Alors, elle voit tellement dans tellement de situations. Bon, tu as beaucoup travaillé sur la psychanalyse, je pense que tu sais de quoi je parle. Mais c'est très visible quand on le sait. Mais quand on est enfermé dans ce truc-là, c'est hyper piégeux parce que c'est très insidieux et ça se prolonge comme ça sur le temps. Et ça nécessite un exercice coûteux de se dire que ben, peut-être qu'au départ, on a pris des décisions de merde, hein, puisqu'à un moment donné, il faut se poser cette question. Est-ce que nos décisions, elles sont en adéquation avec qui on est et prendre du recul sur est-ce qu'on les a vraiment pris librement? Est-ce que c'est nous qui avons décidé? Est-ce que notre consentement, il n'a pas été vicié, en fait, un peu détourné, un peu artificialisé pour une cause qui nous dépasse, ou je ne sais pas, ça dépend du système de croyance duquel on parle, quoi. Il y a quelque chose qui est hyper puissant, c'est la soumission librement consentie dont on parlait tout à l'heure. Ça Mm. démarre jamais, en fait, ces mécanismes de soumission, ça démarre jamais d'une manière brutale, mais ça finit de manière extrêmement violente et brutale. Voire jusqu'à la violence physique, la mort, enfin des choses que ça va très très loin. Ça peut, Mais ça au peut. départ, jamais comme ça. Les gens sont amenés, ils sont enveloppés dans du love bombing et dans un système avec des personnes donnent l'impression d'être hyper bienveillantes et qui vont apporter Mm. la solution de leur existence, en fait.
Et C'est comment ça ça. se passe, la soumission librement consentie? Est-ce qu'il y a aussi des techniques, des mots-clés, des phrases-clés pour amener les gens à soi en leur disant, tu es parfaitement libre de me rejeter si tu veux. Alors, je vais te préciser ça. Juste pour revenir sur le love bombing, nous, c'est un terme qu'on n'utilise pas forcément dans le livre parce que ça n'a pas une consistance qui est très robuste, j'allais dire, en termes euh, de constatation de preuves. Parce qu'il est évident que les gens préfèrent être dans un environnement où les gens nous aiment bien que l'inverse. Mais en fait, ça, c'est un truc qui est très connu dans la réduction de la dissonance cognitive, qui s'appelle le support social. Et on a une Oui, tendance à ne s'entourer que de oui, c'est. gens, voilà, qui pensent comme nous et qui vont pas remettre en cause nos avis, notre système de croyance, Et qui va ben, dans les le gens sens. qui sont dans un groupe vont avoir Oui, tendance à valoriser et à tout à porter fait. aussi émotionnellement les personnes qui entrent dans ce groupe. Bien sûr, Donc, c'est chacun ça que je veux dire s'alimente dans en le fait. mobbing. C'est de dire, Ouais, tu es des nôtres, c'est formidable, tu es quelqu'un de tout à bien, fait. qu'est-ce qu'on t'apprécie. Parce que les gens ne quittent pas leur famille pour rien. Ils quittent leur famille pour entrer dans un groupe avec d'autres Exactement. liens, avec d'autres personnes. Exactement, oui. Et donc, je rebondis sur ce que tu me demandais. Alors, je t'ai cité déjà une technique de manipulation de pied dans la porte, effectivement, mais tu en as d'autres qui appuient sur le sentiment de liberté presque plus que d'autres. Il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Mais vous êtes libre d'eux. Elle s'appelle comme ça, avec des traits d'union, mais vous êtes libre d'eux. C'est une technique de manipulation qu'on va souvent associer avec d'autres, avec le pied dans la porte par exemple, ou avec l'étiquetage, je vais en reparler, pour bien indiquer aux gens que surtout ils sont libres. Ils ne le sont pas en fait. On les a enfermés en fait par des mécanismes d'engagement et en exploitant leur biais cognitif, on les a mis dans une situation où ils n'ont pas tellement de choix. Mais pour pas qu'ils se rendent compte, on va insister sur le fait qu'ils sont libres de signer un contrat, par exemple, hein. Ouais, vous avez le temps, hein, vous pouvez signer quand vous voulez. Par contre, juste, je vous précise que la réduction, elle marche que jusqu'à ce soir. Mais vous n'êtes pas obligé de signer ce soir si vous préférez signer demain, mais vous payerez 2 fois plus cher. C'est que des choses comme ça, quoi. Alors, on le sait, mais quand on est pris dans un système où on n'a pas le temps de réfléchir, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, même si c'est progressif, en général, c'est bouillonnant. On parlera tout à l'heure un peu du contrôle coercitif, on verra comment on installe ça. Et parfois, on s'en rend compte qu'après. Quand on prend du recul, on se dit, ah ouais, ok, ben c'est vrai que là, c'est évident, mais sur le coup, je ne l'ai pas vu, quoi. Et tu en as une autre qui va jouer avec ce fameux support social. Donc ça, c'est un mode de réduction de la distance cognitive, hein. On s'enferme avec des gens qui pensent comme nous, qui vont dans le même sens. Comme ça évite de remettre nos décisions en cause. Donc en général, on se rompt avec la famille parce qu'elle ne pense pas toujours comme nous. Mais il y a aussi une technique de manipulation en soumission librement consentie qui s'appelle l'étiquetage, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, on va étiqueter la personne en général avec des bonnes valeurs. Par exemple, on va lui dire moi j'ai vraiment confiance en toi, je vois que tu as un rouage important dans notre communauté, ou je sens que ta parole est très suivie par les autres. J'ai vraiment confiance en toi, il faudrait vraiment qu'on fasse plus de choses ensemble. Si tu faisais ça en plus pour la communauté, ça serait vraiment bien. Et ça, c'est une technique de manipulation qui est ultra efficace parce qu'on se sent valorisé socialement et en même temps, on s'enferme dans un champ où notre décision elle est réduite à rien, à aller dans le sens du Et puis ça groupe. incite à un engagement actif Mm. qui du coup a d'autres engagements et à une escalade d'engagement. Exactement, et ça, on peut associer. Des techniques comme ça, il y en a, je sais pas, peut-être une vingtaine, hein. Il y en a quelques-unes qui ont été découvertes. À chaque fois, en fait, la psychosociale travaille comme ça. Elle se dit, si je, typiquement, au pied dans la porte, on s'est dit, si je mets une technique pas coûteuse avant, qu'est-ce que ça fait sur la demande d'après? On ne sait pas sur le coup. On teste, on prend des groupes contrôle, machin, puis après, on donne un nom. Et on se dit, est-ce que cet effet est reproductible? Et si on voit qu'il est reproductible, on se dit, OK, scientifiquement, du coup, c'est assez robuste parce qu'on a de la stat qui nous permet de voir que dans un groupe de personnes lambda, grosso modo, ça produit les mêmes effets. Voilà. Parfois, la psycho revient un petit peu. Certains biais cognitifs, par exemple, ont tendance à être regroupés ou autre, hein. Tout ça, c'est une science en marche, mais la psycho cognitive et sociale, c'est quand même relativement robuste. Il y a un gros consensus autour. Voilà. Il y a une technique aussi, c'est de la rationalisation. Ouais, On a tendance à se fabriquer des constructions intellectuelles a posteriori mm, pour expliquer des choses qui n'ont rien à voir en fait. c'est Et ça. alors même que l'engagement au départ, il est dans ces processus-là, il est justement très instinctif. Enfin, il n'est pas réfléchi en fait. Il est extrêmement. Ouais, il peut être émotionnel, avec une recherche de satisfaction immédiate, de rassurance immédiate, etc. Et a posteriori, on va se fabriquer de la rationalisation Oui. Alors, pour en expliquer fait, des choses.
Ouais, en C'est là où fait, même des gens, excuse-moi, je te coupe la parole, non, je t'en c'est prie. des gens vont brandir des études, les études, des gens qui sont complètement ascientifiques, qui détestent la science, qui passent leur temps à apprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec la science, mais ils vont te sortir. Les études disent que Ouais, des bah trucs qui n'ont rien après, à voir. en fait, là, tu as un mélange à la fois de biais de confirmation, où on va essayer toujours d'entériner son avis avec parfois effectivement du cherry picking et des études qu'on sait étant un peu toutes pétées, mais on va tendance à les valoriser intuitivement parce qu'elles vont dans notre sens. Mais la rationalisation que tu cites, il y en a deux types, il y a la rationalisation pardon, cognitive et la rationalisation en acte. C'est deux modes de réduction de la dissonance cognitive, ça en fait aussi. Ça, on s'en rend pas compte parce que tout ce qu'on cite là, les biais cognitifs, les techniques de soumission à l'ébourement consenti qu'on peut subir, ou les modes de réduction de la dissonance cognitive, eh ben, c'est pas dans un inconscient caché, hein. Ça peut être conscientisé. Il y a pas d'inconscient en psychocognitif et cognitif et social. Il n'y a pas l'espèce de monstre psychanalytique là, Oui, il n'y planqué a pas derrière d'inconscient qui, voilà. psychanalytique. Oui, oui. Non, il y a, tout peut être conscientisé. Mais comme c'est intuitif, sur le coup, on ne fait pas gaffe. Comme la respiration, en fait, hein. La respiration, voilà, on n'y pense pas tous les jours, heureusement, ça nous prendrait la tête. Mais si on a envie de conscientiser notre respiration, on peut le faire. Bon, c'est un peu la même avec les biais cognitifs ou la rationalisation, qui est un mode de réduction. La rationalisation, ouais, ça va être vraiment comme nos valeurs, par exemple, peuvent être en contradiction avec notre décision. La rationalisation cognitive, ça va être justement de changer de valeur. Se dire, ah ouais, mais en fait, les valeurs familiales que j'avais au début, ouais, c'est un truc patriarcal, c'est ma famille qui m'obligeait à considérer que les valeurs familiales sont importantes, alors que finalement, on s'en fout. Peut-être que les valeurs de ce groupe-là sont plus importantes. Donc, on va réduire cette dissonance, on est mal à l'aise, et puis on va se rendre plus à l'aise parce que finalement, on va se dire que finalement, la famille, on s'en fout. Et la rationalisation en acte, là, basiquement, ça va vraiment être cette faculté de s'identifier uniquement à ses actes. On va vraiment entériner sa décision en prenant la même décision, presque, j'allais dire, en mode bulldozer sans réfléchir. Euh, Parce que, comme je le disais au départ, on a cette tendance à s'identifier aux actes, quitte à remettre à plus tard cette balance qu'on devra faire un jour. Et l'autre que je te citais aussi, comme tu as quatre modes de réduction qui sont très importants, c'est ces deux rationalisations-là. Tu as le support social, donc qu'on a cité, et tu en as aussi une autre, c'est la trivialisation, qui revient à dire, finalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, finalement, si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Typiquement, c'est le cas où on a quelqu'un qui demande de l'argent dans la rue, un sans-abri, et à Paris, typiquement, on ne donne pas toujours à tout le monde systématiquement, quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Quand on donne, ça nous satisfait, on a donné, c'est en cohérence avec nos valeurs, on a envie d'aider. Quand on ne donne pas, à un moment donné, on va être en dissonance cognitive, parce que nos valeurs, c'est d'aider les gens, mais là, on s'est barré, alors que des fois, on a des sous dans la poche. Donc là, on a une petite dissonance cognitive qui jaillit, et on se dit, il faut le régler. La dissonance cognitive, c'est malaisant. Donc soit on fait demi-tour, on change la décision, et finalement, on va donner. C'est un peu coûteux, hein, parce que des fois, on a pris le métro, il faut retrouver le mec et tout. Bon, donc on ne le fait pas toujours, quoi. Et si on ne le fait pas, il faut régler le problème. On se dit souvent, on trivialise, on se dit, ouais, c'est pas grave, quelqu'un d'autre donnera à ma place. C'est pas grave, ça arrive de pas donner. Ou alors, on va plus loin, on se dit, ouais, il avait qu'à travailler. Et ça, c'est trivialisé. C'est vraiment se rassurer soi-même que notre décision n'était pas mauvaise. Mais dans les rationalisations, ouais, ça m'intéresse aussi depuis des années, les phénomènes, les constructions intellectuelles absconses, en fait, qui se décèlent de la manipulation. Alors, il y en a beaucoup en psychanalyse orthodoxe, hein, chez les fondamentalistes de la psychanalyse, mais il y en a eu dans plein d'autres groupes, en fait. Et des gens vont construire des modèles intellectuels totalement délirants, capillotractés, etc., pour justifier que pour soigner un cancer, il ne faut pas soigner, il faut du jus de citron ou refuser la médecine allopathique, enfin, pour justifier des choses complètement contradictoires, en fait. Et pour retrouver son vrai soi, pour parler de transidentité aujourd'hui, il faut mutiler son corps, hein, il faut se stériliser, il faut faire des chirurgies inutiles et mutiler son corps pour être son vrai soi. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez extrêmes, mais qui sont des constructions intellectuelles qui viennent justifier en fait des engagements qui sont Tout à fait. contraires à ses besoins, son instinct primaire de sauvegarde, en fait. Ouais, et en même temps, c'est en général toujours progressif. Effectivement, on en arrive à l'extrême. Tu citais par exemple, effectivement, dans les dérives thérapeutiques, aujourd'hui, c'est même une infraction depuis 2024 de détourner de quelqu'un de son traitement conventionnel. C'est un peu plus long que ça l'article, mais grosso modo, ça veut dire ça. Parce qu'on constate que dans les dérives thérapeutiques, il y a énormément de conseils
on en a encore eu l'exemple dans un complément d'enquête dans lequel j'ai participé, hein, où on dit aux gens, il ne faut pas suivre votre chimio parce que pour une raison ou une autre, c'est pas bon pour vous. C'est Donc la là, chimio qui vous tuera, c'est pas le cancer. Enfin, exactement. j'ai Ouais, entendu des trucs comme ça, ouais. des fois, c'est un complot. Enfin, il y a tout un tas de. Il peut y avoir un lore assez multiple dans le fait qu'il ne faut pas prendre la chimio et utiliser plutôt mon traitement à moi. Alors, des fois, qui n'est même pas un traitement, qui est un objet ou une prière ou peu importe. Et il est clair aujourd'hui, à ce jour, qu'il y a énormément de personnes qui décèdent. Alors, on n'a pas de statistiques, hein, qui décèdent du fait de ne pas suivre de chimio, mais ils ont le droit, puisqu'en France, il y a une liberté thérapeutique. On n'est pas obligé de suivre un traitement thérapeutique si on ne le souhaite pas. Par contre, ça, ce droit-là, si on prouve derrière que le consentement il a été vicié, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre et éclairé, que la personne a été manipulée pour prendre cette décision-là par un système de pensée ou par un individu ou un groupe ou peu importe, là maintenant aujourd'hui c'est poursuivable, c'est une infraction. Et évidemment la personne peut être du coup de facto protégée de cette mauvaise décision qu'elle aurait prise sans s'en rendre compte, parce qu'elle pensait être libre. On parle de ça depuis tout à l'heure, hein, le fait de faire prendre une décision à quelqu'un en lui laissant entendre qu'il est libre de la prendre. Bon, quand c'est pour acheter un frigo, on s'en fout, ça n'a pas tellement d'impact, hein. Mais quand c'est pour prendre ou pas sa chimio, on sent que l'impact il va être différent. Prendre une décision majeure sur son existence, bien sûr. Exactement, surtout quand soit là il y a un impact physique irrémédiable. Ouais. Là, clairement, Une perte de chance, ouais. il faudrait toujours s'interroger sur toutes les matières, toutes les, j'allais dire, toutes les mouvances, toutes les communautés qui nous indiquent qu'il faut partir sur une décision physique irrémédiable. Est-ce que derrière, on est au clair sur le consensus scientifique, robuste, et est-ce qu'on est au clair sur la faculté des gens d'en sortir quand ils veulent, sans être manipulés par personne, c'est-à-dire avec un vrai libre arbitre, qui est toujours un peu limité chez l'être humain, mais là, en tout cas, pas dévoyé par justement les biais collectifs, un système de soumission librement consentie, voire de soumission à l'autorité s'il y a une figure d'autorité. Surtout quand ça s'adresse aux mineurs. Ouais. D'autant plus, alors invariablement quand ça s'adresse aux mineurs, parce que les mineurs sont par essence juridiquement des personnes vulnérables, c'est comme ça, on en pense ce qu'on veut, mais juridiquement c'est une catégorie de personnes qui sont des personnes vulnérables, plus toutes les autres catégories. Quand je dis catégorie, c'est pas péjoratif, hein, c'est un peu le juriste qui parle, désolé, mais toutes les autres catégories de la population qui vont présenter des troubles tantôt psychologiques, tantôt psychiatriques, et qui sont des personnes que la société doit protéger. Encore une fois, c'est pas patriarcal de ma part, hein. C'est notre système juridique Mais qui non, mais veut c'est que. logique. Voilà. En même temps, c'est juste logique, en fait. C'est juste logique. Ça va avec le fait de vivre en communauté, de prendre soin les uns des autres. Exactement. Donc, alors, est-ce tu soulignes aussi l'importance du contexte personnel. On va revenir sur la soumission à l'autorité tout à l'heure, parce que c'est vraiment un point clé fondamental. Mais là, je ferai faire une petite aparté. Est-ce qu'il y a Bien des sûr. facteurs externes, des facteurs spécifiques, justement, parler de la vulnérabilité des personnes, qui font que on est plus susceptible, certaines personnes sont plus susceptibles de tomber dans ce genre de piège. J'ai l'impression que parfois certaines personnes vont chercher ce genre de piège. Ils ont besoin de réassurance. Ils ont une vie qui part dans tous les sens. Ils ont des soucis qui sont pas réglés. Ils vont chercher. Ils sont des appâts, des aimants pour les mécanismes sectaires. Puis il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être tout à fait solides par ailleurs, mais dans une situation de vulnérabilité à un moment donné spécifique de son existence. C'est ça. Tu l'as bien résumé, les situations sont multiples, mais la vie de tout un chacun est relativement longue. Et à un moment ou à un autre de notre vie, on traverse des phases un petit peu de vulnérabilité que j'ai plutôt tendance, moi, à appeler des phases d'errance. On va être en errance, en questionnement. Parce qu'en fait, c'est pas forcément de la vulnérabilité psychologique ou psychiatrique, comme on peut l'entendre, ou voire physique. Ça peut être simplement de l'errance spirituelle. Il y a des gens qui sont en questionnement et ils ont toute légitimité à l'être, hein. On peut s'interroger sur la vie après la mort, sur qu'est-ce que fait l'être humain sur Terre. C'est des questions qui sont légitimes, mais parce qu'ils sont en errance spirituelle, comme tu le dis, ils sont en recherche de quelque chose. Et parfois, malheureusement, dans notre vie, on croise tellement de monde aujourd'hui, surtout avec Internet, on tombe parfois au mauvais moment, sur la mauvaise personne qui va exploiter cette errance-là. Alors ça peut être une errance spirituelle, une errance psychologique, une errance psychiatrique, une errance thérapeutique. Il y a plein de formes d'errance différentes. Et en fonction de ce qu'on recherche, on va tomber des fois, la plupart du temps, j'espère qu'on tombe sur des gens qui sont bienveillants et qui vont nous accompagner tranquillement sur nos questions. Mais parfois, on tombe sur une personne qui n'est pas forcément mal intentionnée. Par exemple, c'est ce qu'on voit très souvent dans les dérives thérapeutiques. C'est pas forcément le gros charlatan qui veut exploiter notre errance pour faire du pognon. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a dans les dérives thérapeutiques du magnétiseur du coin ou du rebouteux ou je sais pas moi, de l'iridologue.
Mais bien souvent, c'est des personnes qui sont bien intentionnées, mais hyper mal formées, et du coup complètement irresponsables sur ce qu'ils te proposent. Ce Parce sont aussi que, des adeptes même, oui, bien sûr. qui deviennent des gourous, en fait, Mhm. qui vont soigner un petit peu leur dissonance cognitive en disant si on est plus on est nombreux à penser comme moi j'ai tort. Moi j'ai cours de risque d'avoir tort en fait. Complètement, complètement. Et là, tu places le doigt sur un problème qui est scandaleux actuellement. Je le cite vite fait, mais c'est que aujourd'hui, si tu veux devenir, par exemple, iridologue, parce que les gens ils vont voir ce qu'est l'iridologie, ou auriculothérapeute, j'en sais rien, kinésiologue, enfin, des trucs tout pétés, passez-moi l'expression, eh ben, tu vas à France Travail et tu as un code ROM qui correspond à ce métier-là. C'est-à-dire que ce métier chez France Travail, il est officiel. C'est la fiche K1108 notamment, où on a tous ces métiers-là, mais il y en a trois. Il y en a 3, 4, 5, 6 et 8, où il y a plein de métiers très bizarres. Et donc, on propose aux gens ces métiers-là, voire en leur finance, puisqu'il y a certaines écoles qui sont estampillées Calliope, où on apprend des trucs complètement délirants à l'intérieur, mais Calliope ne donne pas l'agrément en fonction du D'agrément consensus sur le scientifique. contenu. Il n'y a pas aucun Non, agrément sur le contenu des aucun. formations, uniquement sur la manière D'accord. dont l'enseignement est enseigné. C'est ça, s'il y a une évaluation des profs, une évaluation des élèves, enfin, un PowerPoint ou des trucs à la con comme ça, mais ils vont jamais aller voir si à l'intérieur c'est complètement explosé au niveau scientifique ou psycho, quoi, hein. Donc, il y a des gens qui vont se faire financer leur formation et derrière, on va leur reprocher de livrer une thérapie complètement explosée alors qu'en fait, ils font bien leur travail. On leur a proposé de devenir kinésiologue, on leur a financé leur formation, et ben derrière, ils font bien leur travail, mais en faisant bien leur travail, eh ben, ils sont dangereux. Parce qu'en fait, pour moi, hein, je suis peut-être un peu rigide, mais la santé mentale, elle doit appartenir qu'une catégorie de profession, et la santé physique aussi. Santé physique, bah, les médecins, point. Et la santé mentale, eh ben, il n'y a que deux catégories de population qui peuvent s'en occuper, c'est les psychiatres et les psychologues. Sachant que dans les psychologues, il faut faire le Il y a à tri en boire et plus à encore. manger. Et chez les psychiatres Voilà. aussi. Et chez les On n'est pas psychiatres sorti de aussi. l'auberge. Ça s'améliore, mais on n'est Exactement. pas sorti de l'auberge. Oui, oui. C'est ça. Mais déjà, si on arrive à travailler sur ce cadre de psychiatre et psychologue en enlevant Ouais. les orientations évidemment de psychanalytique, ça serait déjà pas mal. Mais en plus, si on laisse tous les autres travailler là-dessus, ben, le problème il est impossible à juguler, Malheureusement, il quoi. n'y a pas que les psychanalystes qui sont délirants, hein. Il y en a d'autres, hein. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des facteurs personnels qui prédisposent à tomber dans le piège. Et Une histoire de des, vie, ouais. ouais, des histoires de vie. Et typiquement, ces personnes devraient pouvoir s'adresser à des thérapeutes, des Mm, psychothérapeutes, des vrais mm, psychologues ou psychiatres ouais, compétents. Et bah, il n'y en a pas assez, ils n'ont pas forcément la réponse. Et puis, le rôle d'un psychologue ou d'un psychiatre, c'est aussi de pouvoir. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement pervers au départ, mais qui peut expliquer la soumission librement consentie. En fait, c'est un psychologue ou un psychiatre écoute son patient, mais son travail, c'est aussi d'amener son patient à prendre en conscience qu'il ne pense pas bien, en fait. Que bien sa sûr. représentation de soi-même et du monde n'est pas adéquate. Et à l'amener à modifier son regard sur soi-même et sur les autres. Donc c'est compliqué, en fait. C'est engageant, c'est super compliqué. Et en fait, parmi les raisons qui peuvent pousser une personne vulnérable, mais pas en situation de pouvoir affronter ses propres biais cognitifs, ses propres biais sur sa manière d'être et de penser, c'est de tomber chez des personnes, des pseudothérapeutes qui vont lui dire tu es formidable, il faut rien changer. On a la solution, on a la potion magique, en gros, on a la C'est ça. thérapie formidable, et surtout, faut rien changer. Enfin, à la base, ils achètent cette soumission librement consentie en brossant les gens dans le sens du poil, en fait. En allant C'est vrai. complètement dans le sens et puis comme la médecine n'est pas parfaite, les psychologues sont pas parfaits, les psychiatres sont pas parfaits, qu'il y a des choses qui sont contrariantes, qui sont difficiles, et ben là ils arrivent dans un domaine où c'est là où il y a voilà, de pseudo euh, de l'affectif en fait qui est biaisé, qui est mal ordonné et qui arrache Ouais, la soumission des personnes quand ils c'est sont en ça. situation de vulnérabilité. Parce qu'il faut être fort quelque part pour être capable de se regarder soi-même et se dire j'ai fait des erreurs, j'ai pris de mauvaises décisions, d'assumer en fait cette dissonance cognitive en fait vis-à-vis de soi-même. Complètement. En tout cas, de régler sa dissonance cognitive par la conclusion, j'ai pris une mauvaise décision ou j'ai pris des mauvaises décisions, c'est un mode de réduction, mais qui n'est jamais privilégié parce que, on l'a dit, il est coûteux, surtout si on voit plus sa famille, quand on n'a plus de thunes, on n'a plus de boulot, on n'a pas travaillé pendant 15 ans. Enfin voilà, il y a plein de situations qui fait que c'est très coûteux. Mais pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, pour moi, le rôle d'un bon psy, donc pour moi en tout cas,
la ligne de conduite d'une bonne psychothérapie, il n'y en a pas 15, pour moi, il y a les thérapies cognitivo-comportementales de deuxième vague. Parce que même le troisième vague, je m'en méfie avec la méditation et des trucs comme ça. Mais les TCC de deuxième vague, c'est quand même relativement sécure pour les gens. C'est court, sécure et c'est transparent, c'est ce qu'on fait. Ça va pas chercher des excuses dans un espèce de refoulement d'inconscient de je sais pas quoi, ça on s'en fout. C'est pragmatique, on sait où on va et le patient est acteur. Et effectivement, comme tu dis, pour moi, là je me permets d'en parler puisque Amélie, c'est son boulot. Elle fait de la TCC de deuxième vague et elle est experte auprès de la justice à côté. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais au moins j'ai un exemple pas loin. Et surtout, c'est pas tellement en fait d'indiquer aux gens qui pensent bien ou mal, parce que souvent on nous reproche ça. Le nerf de la guerre, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas une façon de bien penser ou de mal penser. C'est juste de dire, quand vous pensez, faites gaffe au piège de la pensée. C'est tout. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous avez le droit de considérer que la médecine parfois est scandaleuse, parce que c'est le cas. Parce qu'il y a eu des scandales, il y a eu le Mediator, il y a des trucs comme ça tout pourris. On peut penser aussi que les labos font du fric, parce que c'est le cas, mais en même temps aussi, ils produisent des médicaments qui sont essentiels pour certaines maladies, qui sauvent. Voilà, la vie est nuancée comme ça, c'est pas binaire, c'est pas ils sont méchants et nous on est gentils. Donc ils ont le droit de penser ça, mais simplement de se dire, tombez pas dans un biais de confirmation, par exemple. Et allez chercher l'envie inverse. Essayez de réfléchir si la personne qui vous donne des conseils, elle ne vous fait pas elle-même tomber justement dans ce mécanisme de soumission librement consentie. Est-ce que vous avez vraiment du recul sur votre consentement? Est-ce que votre consentement il est complètement libre et éclairé? C'est-à-dire que sur une situation donnée, est-ce que vous avez toutes les données de la science? Et si vous ne faites pas confiance dans la science, pourquoi? Il faudrait toujours que les gens se posent la question. Je ne fais pas confiance dans la science. Ok, pourquoi? Parce que machin me l'a dit. Est-ce que tu penses que machin, tout seul dans son coin, il a raison? Ou est-ce que la collectivité humaine dans son ensemble, elle a plus raison que lui? Et pourquoi? Et comment ça marche? Parce que parfois les gens se disent, je n'ai pas confiance dans la science, ils ne savent pas ce que c'est. Donc déjà à la base, peut-être aller voir comment marche la science, ça va peut-être vous rassurer sur le fait que c'est pas si pourri que ça, et qu'il n'y a pas tant de conflits d'intérêts que ça. Enfin, en fait, c'est ça. Et du coup, le rôle du psychothérapeute, en premier lieu, c'est plutôt de se dire, c'est un exercice de métacognition, quoi. C'est pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Oui, c'est ça, métacognition. Voilà. Exactement. Et pourquoi de vous comprendre pensez que ce que vous... la vie et la perception, elle est infiniment nuancée. Exactement. On n'est pas dans ne pas se laisser arracher un soulagement immédiat, Tout à fait, un engagement à bénéfice immédiat qui va être extrêmement préjudiciable dans la durée, en fait. C'est ça. Au même titre que je ne dis pas aux gens, croyez sur parole ce qu'on a mis dans notre bouquin avec Amélie, parce que peut-être que sur un ou deux trucs on s'est gouré, prenez du recul et allez chercher un avis collectif. Moi j'ai toujours peur en fait de l'avis du mec qui sort du bois, quoi. Un mec qui découvre un truc. Si je permets, à l'ère des réseaux sociaux, il y a des avis collectifs qui sont les avis de trois personnes et qui deviennent très collectifs. Là, on peut être nombreux à se planter. Les gens peuvent être nombreux à se planter. Ouais. Tu as tout à fait raison. Quand je voulais dire collectif, c'est pas une collectivité de personnes sans compétences. Alors après, quand tu vois les antivax, puis tout ce qui est transidentité, machin, la communauté. La communauté, d'ailleurs, ils en font référence, la communauté. Alors, je vais préciser ce que je voulais dire, c'est aller chercher un avis collectif hors militantisme. Ouais. Parce que dès l'instant où il y a du militantisme, là, c'est full biais. Il y a plein de biais, chacun va tirer la couverture vers ce qui l'intéresse. On le voit en politique, c'est visible. C'est ça. Et, donc, voilà. Il y a des phénomènes de groupe qui poussent les gens même à devenir militants et à exagérer même leur propre ressenti, parce qu'il y a aussi un bénéfice social. Donc là, je visais plutôt la collégialité, typiquement scientifique. Les scientifiques, souvent, ne sont pas forcément d'accord entre eux. Mais c'est l'exercice collégial qui fait qu'ils arrivent à établir une forme de protocole pour aller essayer d'extirper la donnée qui semble la plus robuste en termes d'explication de la réalité. Robustes. C'est ça. En termes de reproductibilité, de challenge de l'expérience, d'évacuation des variables et à la fin, du coup, d'explication la plus probable de ce qui est la réalité. C'est pas parfait, ça évolue, mais c'est ce qui est le plus robuste. Et puis, j'allais dire, en plus, c'est un terreau commun sur lequel on peut tous vivre de manière justement peut-être moins militante et plus pacifique, en fait, à la fin. Il n'y a pas besoin forcément d'un gros militantisme pour acquérir un certain nombre d'acquis sociaux. On peut le construire ensemble. Pardon. Le militantisme refuse le doute, en fait. Souvent, la pensée sectaire refuse le doute. La base de la science, c'est le doute qui permet de secouer tous même les acquis scientifiques, en fait, pour continuer d'avancer et de garder ce qui va résister au doute, justement. Ouais, tout est basé sur le doute. Et les gens, dès lors qu'ils sont dans une emprise sectaire, il n'y a place pour aucun doute.
Pas de débat. En fait, il faudrait avoir, parce que moi, je peux être une forme de militant d'esprit critique, donc quelque part, où je vais militer très fortement contre la peine de mort. Même voir, je suis peut-être radicalement opposé à la peine de mort. Bon, on va difficilement pouvoir me le reprocher. Après, chacun son truc, hein, mais donc on est toujours dans une forme de militantisme à un moment ou à un autre. Le tout, c'est de se dire, je suis dans un militantisme, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé, mais si on l'est, c'est de se dire, je suis dans un militantisme peut-être quand je fais ça, mais il faut que je fasse gaffe à ne pas m'aveugler, effectivement, et essayer de savoir pourquoi les autres ne pensent pas comme moi. C'est toujours l'exercice de métacognition. Pourquoi Mhm. moi je considère que mon militantisme vaut mieux qu'un autre? Et à la fin, toujours étaler les arguments et se dire, parce que pour moi, mon critère principal, c'est une forme de vivre ensemble. Qui est ce qui, à la fin, fait qu'on fait société? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on protège à peu près tout le monde? Ce ne sera pas parfait, mais globalement, qu'on trouve un système de société qui fait que on ne va pas laisser des gens sur le carreau et on ne va pas les soumettre à des influences qui peuvent les mener à des actes ou des décisions qui sont rédhibitoires, qui sont extrêmement graves, quoi. Toujours réfléchir à ça. À un système comme ça, de dire on essaye d'avancer ensemble, c'est la démocratie en fait pour moi. Bon, je dis pas que j'ai raison, hein, c'est tout un questionnement ces trucs-là, et je sais que certains vont me le Mais on peut reprocher, avoir des mais voilà. convictions, on peut avoir des conditions extrêmement puissantes dès lors qu'on est capable de les mettre un petit peu à distance pour essayer de voir le monde par le biais de personnes qui ne pensent pas comme nous. Ouais, C'est ça qui protège aussi et puis de ne pas chercher enfin de convaincre c'est la différence convaincre avec des arguments et puis ne pas forcément être hostile aux personnes qui ne pensent pas comme nous. Convaincre ouais, avec des arguments plutôt qu'avec de la violence. Et là, on va arriver à l'emprise sectaire, parce que pour l'instant, on était dans des choses il y a un engrenage progressif, mais alors, il y a un phénomène de déstabilisation mentale. On en avait parlé à un autre moment. Moi, j'observe énormément ce phénomène de déstabilisation mentale que j'interprète par le fait qu'à un moment donné, ce qui mène c'est la dissonance cognitive. Une femme peut être amenée à se sentir culpabilisée parce que le rejet instinctif qu'elle éprouve par rapport à un homme qui va être intrusif ou un comportement étrange vis-à-vis d'elle ou de ses enfants, eh ben, on va être qualifié d'attitude discriminante. Ça, c'est un truc. Hein. mm, Tout le monde est super. Il faut être safe. Il faut être safe. Donc, même si t'as un mec super zarbi dans les vestiaires, super zarbi autour des enfants, il faut pas le discriminer. Donc, c'est une victime. Voilà, c'est une situation en fait qui peut arriver. Il y a et puis si une femme qui peut avoir un amant, plein de choses, et qui tout à coup se met à changer de comportement. Et c'est pareil pour les gourous, une personne qui rentre dans un système avec un groupe, et tout à coup, ma question c'est comment on glisse à partir d'un engagement à une situation où tu peux plus te désengager, même si tu le fais un peu, où tu dois être obligé d'éteindre. Alors je sais que d'éteindre les signaux d'alarme. Tu m'avais dit que la déstabilisation mentale, c'est pas quelque chose sur lequel vous travaillez, que c'est pas hyper probant pour toi. alors, je ne Moi, je saurais le pas. mets à titre Oui, d'observation, c'est tout. Hein. non, non, mais tu fais bien de le citer parce que il y a un organisme qui l'utilise historiquement dans les dérives sectaires que tu connais, qui est la MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le critère principal pour elle, il y a plusieurs critères, mais celui qui doit toujours être présent selon la MIVILUD depuis 2002, c'est la déstabilisation mentale, mais qu'elle a eu du mal à définir, et aujourd'hui qu'elle définit, on le voit sur le site internet, il y a eu une évolution au fil de temps, qu'elle définit aujourd'hui comme ce qu'on retrouve dans le code pénal, sous la notion en fait de suggestion psychologique. Donc nous, avec Amélie, on a tendance à... J'ai un peu de bornes, moi, un peu basique, j'allais dire, mais parce qu'on est obligé d'être pédagogique et de constater des choses. Donc avec Amélie, on a deux bornes, c'est la science et le droit. En science, c'est psychocognitive et sociale, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et dans le droit, il y a un état de manipulation qu'on appelle la mise en état de suggestion psychologique. Ça s'appelle comme ça dans le code pénal. Donc on utilise cette terminologie-là, qui est mal définie aussi, mais on peut le définir avec ce qu'on a décrit avant. En le complétant, on va voir avec Milgram et tout ça. Mais la déstabilisation mentale, c'est un terme qui est en France qu'institutionnel. Il y a finalement que la Miviludes qui s'en sert. Même les tribunaux s'en servent pas beaucoup. Les tribunaux ont tendance à parler d'emprise, qui est pareil, qui n'est pas un concept très Est-ce que c'est juridique. pas des facettes, c'est une boule à facettes en fait, avec des facettes différentes du moment où la Ouais. personne, le gourou, la personne qui exerce un contrôle coercitif vient prendre le leadership et marquer son emprise justement. Ouais, c'est ça exactement. On peut considérer que la déstabilisation mentale utilisée telle que le pense la Mivilude, c'est clairement l'emprise. C'est-à-dire que c'est la mise en place de la manipulation avec des techniques de contrôle coercitif pour vraiment enfermer la personne dans un tunnel qui va vraiment la ceinturer, qui va ceinturer sa façon de penser
sans qu'elle s'en rende compte la plupart du temps, pour qu'elle la maintienne dans cette spirale d'emprise manipulatoire le plus longtemps possible, quel que soit l'objectif, hein. Évidemment, dans une dérive sectaire, bah, c'est de maintenir la personne dans un champ de croyance pour lui faire des trucs. Alors, on pense à l'image du gourou qui veut des faveurs sexuelles ou du pognon, des trucs comme ça. Bon, oui, ça existe encore, hein, mais c'est pas forcément la majorité des groupes. Il y a différentes raisons pour lesquelles une communauté sectaire s'installe, en réaction parfois à ce qui se passe aussi dans la société. Mais effectivement, l'objectif en général final, j'allais dire pour un gourou qui travaille bien, c'est de faire en sorte que la personne n'ait plus d'esprit critique du tout à l'extérieur, quoi. C'est Qu'elle ça. puisse pas s'alimenter. D'éteindre son cerveau préfrontal. C'est son Ouais, cerveau. Et bien alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas le fait de... Parce qu'à chaque fois que je pense au mot déstabilisation mentale, je pense à l'effet Stroop. Tu vois, que j'ai mis au début d'un de mes films, où tu as c'est des études qui ont été faites, ça c'est cognitif, tu as le mot jaune qui est envoyé en vert, le mot rouge qui est envoyé en bleu, etc. ouais, Et quand on demande aux gens ouais, de dire le nom de la couleur, à partir du moment où le nom de la couleur apparaît dans une couleur qui est différente, bah en fait, ça fait perdre énormément de complètement. C'est très cognition et difficile. Ouais. de durée de latence de réponse. Et enfin, ça rend bête, en fait. En gros, ça rend bête parce que, en fait, t'es bombardé d'informations contradictoires. Et dans tous ces phénomènes sectaires, il y a une construction idéologique, il y a un scénario, il y a des scénarios eschatologiques qui sont complètement à rebours de la réalité, du Mm. bon sens, de la biologie de base, de tout, quoi. Bien Euh, sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, là, typiquement, l'expérience que tu cites où tu vas écrire vert en jaune ou inversement, bah, on sent bien que c'est pas loin du fameux système 1 et 2 de Kahneman. C'est-à-dire qu'on sent que là, pour le cerveau, c'est trop compliqué de répondre intuitivement, où il y a une chance sur deux qu'il se gourre, en fait, hein. Et donc, du coup, il est obligé de passer en mode un peu analytique, de dire, ah, il y a écrit vert en jaune, donc machin, donc c'est quelle couleur, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois retenir. Donc, il est obligé de forcer un peu et d'analyser la situation. Il y a plein de petits exercices qui nous permettent de nous rendre compte de ça. Bon, ben, c'est évidemment que. avoir à gérer des informations qui sont incompatibles entre elles. Ouais, Et alors, du coup, ça court-circuite complètement la pensée et l'esprit critique. Les gens sont, ouais, du tout à coup, fait. il n'y a Alors, plus de solution. Et à c'est la là où f- l'emprise peut se faire. tout à fait. C'est-à-dire qu'à la fois, ça optimise déjà, ça fait bugger un petit peu, ça oblige les gens à détourner leur biais cognitif, comme on l'a vu dès le début. Mais en plus, ça les met, les informations comme ça contradictoires, va les mettre face à ce fameux piège de la dissonance cognitive qui fait qu'on a deux systèmes de cognition opposés. Et quand on a deux systèmes de cognition opposés, encore une fois, ça peut être la décision et les valeurs, il faut régler le truc. Et la personne qui met ça en place, en général, va faire en sorte que vous régliez le truc, votre dissonance cognitive, dans son sens. Donc que vous ne reveniez pas sur votre décision. Et il va vous apporter sur un plateau les modes de réduction dont on a parlé tout à l'heure. On remet en cause ses valeurs, on trivialise, c'est-à-dire qu'on dit finalement on s'en fout. Support social, on s'entoure que de Et gens qui pensent comme nous. on diabolise ceux Tout à qui fait. pensent pas comme Tout à nous. fait. Ça, c'est le support Donc, social. Exactement. Il y a un système de groupe qui se met en place. Il y a nous et il le y a les reste du gentils, il monde. y a nous et le reste du monde, voilà. Et les C'est, autres, c'est- c'est pas des êtres humains. Ça, dans les sections extrêmes. Donc, Allez, on peut leur faire du mal, c'est pas grave. ils sont présentés d'une manière ou d'une autre en fonction de la croyance. Mais il y a toujours cette dichotomie-là entre nous, en général un petit groupe d'élus, ils sont au courant de certains trucs, ils ont des données que les autres n'ont pas, et puis le reste du monde qui, eux, bon, pour les anti-vax, on va être des moutons, pour, je ne sais pas moi, pour ceux qui vont être pro-ufologie, etc., ils vont accueillir les extraterrestres, mais on va cramer. Enfin, j'en sais, c'est multiples et varié, il y a tout un tas de situations différentes, mais systématiquement, c'est toujours nous et les autres. Mm. Ça permet de réduire sa dissonance cognitive, puisque c'est un mode de réduction qui est très connu. Et en même temps, pour la personne qui dirige la communauté, c'est ultra pratique parce qu'on peut mettre en place ensuite un certain nombre de règles qui vont être propres à ce groupe-là. Je sais pas, par exemple, elle va dire, vous dormez que 2 heures par jour. On ne sait pas pourquoi, hein, mais parce que le truc de Sirius de je sais pas quoi, elle dit qu'il faut dormir que 2 heures par jour pendant 6 mois. Ou alors vous mangez que cette nourriture-là. Ou vous n'avez plus accès à vos moyens financiers parce que vous n'avez pas le droit d'aller consommer dans la société tous les jours. Il faut que vous consommiez que nos produits en interne et machin. Ce qui est une forme de contrôle aussi sur les gens. Vous n'avez pas le droit de faire le boulot que vous voulez. Bon, ça c'est Vous restez facteur. assis pendant des heures dans des positions très inconfortables.
par exemple, ouais, tout ce qui est exercice voilà, de méditation et tout Les ça, yogas c'est extrêmes, ouais, ouais. bon. Les états modifiés de conscience, hein, l'hypnose, machin, bon, les trans et tout ça. On donne pas mal d'exemples nous, dans le livre comme ça. Nous, on appelle ça les facteurs externes à la base. En fait, on a cette vision des choses à ce jour avec Amélie que l'emprise, parce que notre éditeur nous a demandé de travailler sur l'emprise. Mais comme je le disais, l'emprise, ça n'a pas de définition juridique. Et c'est même difficile à définir en un mot. Et en fait, on a constaté que l'emprise, on pouvait le définir de manière plutôt protéiforme, multiple, c'est-à-dire que c'est une constitution à la fois de facteurs psychologiques, exploitation des biais cognitifs, soumission librement consentie, soumission à l'autorité, et la mise en place de ce qu'on appelle les facteurs externes, qui sont pour nous des facteurs de contrôle coercitif, c'est-à-dire que le contrôle coercitif, c'est ça plus de la manipulation. Et typiquement, par exemple, le contrôle de l'emploi du temps d'une personne, le contrôle de ses relations sociales, c'est des facteurs externes qu'on retrouve très souvent, mais qui ne sont pas suffisants pour installer une emprise, parce que la personne va s'en rendre compte, va se rendre compte qu'on contrôle par exemple ses relations sociales. Il ne faut pas qu'elle se rende compte qu'on lui demande par exemple de rompre avec sa famille, même si elle va le faire hein, de facto, mais il faut qu'elle considère que ça fait partie du système de croyance initiale de rompre avec sa famille. Il faut qu'elle ait Parce l'impression que- de le faire volontairement. Exactement. Donc pour ça, il faut la manipuler, il faut jouer sur plusieurs trucs qu'on a vus. Et tout ça constitue à la fin l'emprise. C'est comme ça que nous, un peu, on le définit. Ce sera Donc plus clair pour les gens. on glisse de la soumission librement consentie au contrôle coercitif. Disons qu'on glisse, nous, on le présente dans un schéma. Pour nous, il y a le triptyque manipulatoire, c'est exploitation des biais cognitifs, soumission librement consentie et soumission à l'autorité. Ces trois trucs-là, c'est pas forcément une marche l'une après l'autre, ça se mélange un peu. Et à la fin, si on veut que ce système manipulatoire devienne une emprise, on va installer un tunnel de facteurs externes comme on contrôle les relations sociales, on contrôle les moyens de paiement, on contrôle l'agentivité, c'est-à-dire qu'on dit à la personne quelle formation elle doit faire, quel métier elle doit faire. On contrôle le temps de sommeil, on contrôle la nourriture. On va essayer même de mettre les gens des fois dans des états modifiés de conscience, trans, hypnose, méditation. Parfois, il y a de la prise de produits De stupéfiants. de stupéfiants. Hein. Typiquement, dans le chamanisme, c'est assez fréquent qu'il y ait des psychédéliques. Il y a la pression du groupe, qui est pour nous aussi un facteur externe, c'est-à-dire que le prof de Milgram, qui s'appelle Salomon H, a bien montré que déjà, rien que le conformisme au groupe peut avoir un effet assez puissant, qui peut être cassé si on a des complicités en interne qui permettent de le casser, mais qui peuvent faire prendre des décisions aux gens complètement délirantes juste pour aller dans le sens du groupe. C'est vraiment ce qu'on appelle le conformisme. Et toutes ces choses-là, il y a les sophismes aussi, donc on considère être des facteurs externes dans le sens où quand on maîtrise son discours et qu'on manipule un discours, on peut orienter la pensée des gens. Et tout ce package-là, le triptyque manipulatoire que je t'ai cité avant, plus les facteurs externes, ça constitue pour nous l'emprise. C'est notre vision des choses, hein. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais l'avantage, c'est que tout ça, on peut l'objectiver. À la fois les facteurs psychologiques, parce qu'on les connaît et qu'on les repère. Enfin, moi, quand je suis en infiltration, je les vois un peu quand même. Et les facteurs externes, c'est encore plus facile parce que je me suis infiltré parfois dans certains groupes sectaires où j'ai dormi 1 heure par-ci par-là. La condition, elle marche pas bien. Hein. Donc, on est facilement manipulable, quoi. Mais même quand tu écoutes des mantras, que tu t'efforces d'écouter des propos qui sont contradictoires entre eux et un peu compatibles entre eux, je veux dire que c'est quand je filmais les psychanalystes orthodoxes, les psychanalystes fondamentalistes, que je les avais déjà rencontrés, que je connaissais leur discours, j'avais lu leurs bouquins, j'avais toute une liste de trucs, et en fait leurs propos étaient systématiquement contradictoires, systématiquement, ils étaient capables de se contredire eux-mêmes, d'une faible de contradiction, pour avoir toujours la mainmise, la maîtrise du discours. Et je peux te dire que je m'accrochais à mes feuilles parce que ça me mettait en transe. Et c'est un truc que je voulais faire un jour, qu'on faire une étude là-dessus. C'est que le fait d'être assez, c'est pas juste un discours abscon, c'est un discours qui est totalement contradictoire, avec des multiples contradictions internes. Au bout d'un moment, ton cerveau, le préfrontal, il marche plus, il n'y a plus personne. Et je devais je rentrais en transe, vraiment. Typiquement, là, tu peux vite catégoriser ça comme les lacaniens, ils font beaucoup ça, hein, cette espèce d'art du discours et tout ça. On entre vraiment dans la catégorie des sophismes où nous, les êtres humains, en fait, on se manipule beaucoup aussi par la communication, hein, par la parole, hein, c'est basique, hein, c'est notre moyen d'échange. Et donc forcément, les sophismes s'installent comme des choses qui vont manipuler le discours. Et donc à la fin, qu'est-ce que ça produit en face pour la personne qui entend? Une manipulation des idées, quoi. Et tout ce qui est relié au champ lacanien,
C'est des stars là-dedans pour dire tout et n'importe quoi, mais même parfois les jeux de mots, je ne sais plus comment ils appellent ça, le langage Oui, des oiseaux, je ne sais plus, c'est complètement délirant et c'est parfois faussement simpliste et faussement ultra compliqué avec la forclusion du nom du père ou des trucs comme ça. Et à la fin, on se dit, mais au final, ça sert à quoi? Thérapeutiquement, ça sert à asseoir une autorité. C'est en plus euh, qu'ils sont en position de thérapeute. Mais ça alors, on sert retrouve ça à aujourd'hui, manipuler, quoi. on retrouve ça aujourd'hui beaucoup avec l'idéologie du genre. Hein, avec la création d'un néolangage, avec des effets gourous, avec tout un tas de choses alors, qui exercent une influence vachement importante hein, sur des jeunes qui sont vulnérables. Tu peux le retrouver dans, comme on disait, il n'y a aucun champ de la société qui échappe à ça si on ne fait pas gaffe. Alors, c'est plus ou moins marqué, et puis parfois il y a des gens qui n'ont pas envie de manipuler, heureusement, hein, mais il faut toujours s'interroger. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un champ militant ou sociétal ou autre qui y échappe plus que d'autres, parce qu'on est des êtres humains et que tout ce temps qu'on est, quand on a besoin d'influencer, de manipuler tout ça, ben ça va se dérouler. Et si ça se déroule, il faut toujours checker si cette personne-là, effectivement, elle déroule un discours de confiance. Est-ce qu'elle est plutôt dans un discours sophistique manipulatoire? Est-ce qu'elle ne nous enferme pas dans un support social où on ne va pas chercher la vie inverse? Enfin, il faut toujours s'interroger là-dessus. C'est chiant, c'est coûteux, mais il faut le faire. On en arrive à la soumission à l'autorité. Parce qu'en fait, c'est la finalité. C'est le moment où l'emprise, elle s'est faite. Mm. Elle s'exerce avant, hein, mais d'un pseudo-libre arbitre, mais de démarche qui peut être volontaire au départ, hein, mobilisée par nos biais cognitifs. On Ouais. arrive à une situation d'emprise, quand l'emprise elle est avérée, elle est scellée en fait, dans une emprise sectaire ou idéologique ou qu'autre. Par la soumission à l'autorité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement important parce que euh, tu vas nous parler de l'expérience de Milgram, Mm. qui est fondamentale, puis qui a été Ouais. répliquée, qui est robuste, hein, parce qu'il y a on parle beaucoup de choses en psychologie sociale, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas robustes. Celle-ci, elle l'est. Et Ouais. puis, on l'observe tous les jours. Je me dis, mais c'est tous les jours, je me dis parfois, je comprends maintenant pourquoi les gens ont pu signer il y a 80 ans des wagons pour envoyer des gamins à Auschwitz, quoi. C'est hallucinant. Mm. Je comprends je- comment des gens peuvent en arriver là. C'est monstrueux, quoi. Il y a cette espèce de soumission à l'autorité qui est déterminante dans notre cognition, dans la cognition humaine, qui affecte pas tout le monde de la même façon, mais qui est quelque chose de profondément humain dans le sens où on est des animaux sociaux. Est-ce que c'est pas une conséquence aussi de la déstabilisation mentale? D'un moment de perdre Alors, je vais juste citer, je vais te laisser parler, mais je voudrais juste citer Je quelque t'en chose. prie. Il se trouve que dans le biais parce que je prépare un documentaire sur un autre sujet, Ouais. j'ai eu l'occasion de lire une étude où ils ont fait des cognitivistes ont fait une expérience d'IRM de personnes qui étaient en situation de prière et pour analyser le fonctionnement de leur cerveau. Et ils ont refait un IRM sur ces personnes qui étaient en situation de prière, mais au lieu de prier volontairement, ils étaient en train d'écouter une prière émise par une personne en situation d'ascendance Mm. religieuse. Et là, ils ont observé que le cerveau préfrontal est totalement éteint. C'est-à-dire, le cerveau préfrontal, c'est le système 2, peut-être que tu décrivais tout à l'heure. Ouais. C'est la partie la plus élaborée, d'ailleurs la plus tardive à se former dans le cerveau humain, qui justement a pour biais de nous faire des capacités d'abstraction, de différer, d'organiser, de planifier dans le temps pour produire de la cognition qui est la plus humaine qui soit. C'est pour ça qu'il faut pouvoir éteindre les réflexes animaux qui existent au préalable. Et en fait, quand les personnes est mise en situation d'écouter une personne en situation d'autorité, reconnue en situation d'autorité, eh ben, boum, c'est éteint, ça ne fonctionne plus. Et il y a quelque chose au fond de nous, les cognitions humaines, qui pousse à se plier ou alors à challenger cette autorité. Hein. Il y a des gens qui sont plus Mm. à challenger, mais on peut se faire piéger. Hein. Et si à se plier à cette autorité, qu'est-ce que tu peux nous en dire là? Ouais, alors moi je me manque clairement de connaissances en neurosciences ou autre pour te dire si ça vient du cortex préfrontal ou autre, mais ça ne me surprendrait pas, hein, parce que la cognition, c'est là-dedans, hein, donc ça s'active dans certaines zones, à certains moments, etc. Donc clairement, ça ne me surprendrait pas que tu aies, par imagerie cérébrale, une reconnaissance des mécanismes qui s'activent, d'autres qui ne s'activent pas, et le fait que des acteurs externes à notre cerveau puissent en inhiber certains. Ça ne me surprend pas du tout. Euh, Moi, j'en reviens toujours à ce que tu disais au départ, c'est la robustesse d'un phénomène. Comme tu le disais, en psychosocial, il y a des trucs, c'est pas robuste. On le sait, on s'acharne pas, on revient dessus. Il y a certains biais cognitifs, d'ailleurs, sur lesquels on revient, il y en a à peu près 200. Donc, tout n'est pas hyper robuste.
l'avantage de l'expérience de Milgram, c'est qu'elle parle, pardon, effectivement, de la question de départ que tu as posée toi-même, c'est comment les nazis ont fait ce qu'ils ont fait, quoi. Enfin, pourquoi même une population a suivi ces gens-là. Et Milgram, il était juif lui-même, donc il s'est posé ces questions-là dans les années 60 pendant le procès d'Adolf Eichmann, qui était un grand dignitaire nazi qui a été jugé en Israël, et pendu, etc. Bon, bref. Et qui, en effet, disait systématiquement, je l'ai fait parce que j'ai répondu aux ordres. C'était sa seule ligne de défense. Ça ne l'a pas sauvé, bien sûr, mais Milgram, il a voulu comprendre. Et il a mis en place cette expérience-là, sans trop savoir ce qu'il aurait comme résultat, même s'il percevait quelque chose. Mais à l'époque, il a demandé aux psychiatres, etc. de l'époque, en fonction du protocole là, que je vais t'indiquer, combien vous pensez que de personnes vont suivre, c'est-à-dire vont se soumettre à l'autorité au point d'asséner des chocs électriques à des gens de manière massive. Et les gens à l'époque ont dit, mis à part les déviants, allez, 1 ou 2%, pas plus, vraiment les défaillants, quoi. Donc Milgram, Excuse-moi, ouais. parce que beaucoup de gens ont entendu parler de Milgram, mais ils ne savent pas forcément de quoi ça s'agit. Est-ce que tu Ouais. peux dire qu'en fait, il y avait des cobayes? En fait, tu peux décrire un petit peu le Ouais. protocole de son expérience? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc le protocole, c'est, les gens le retrouveront sous la... Il y a eu plusieurs variantes, il y en a une vingtaine, mais la plus connue, c'est 3 personnes, dont 2 acteurs. C'est-à-dire que l'expérimentateur, celui qui se fait passer pour le scientifique, la fameuse autorité, hein, Une autorité, voilà. c'est un acteur, il a une blouse, et l'autre acteur, c'est celui qui reçoit les chocs électriques, parce qu'il y a une histoire de choc électrique. Lui, évidemment, il n'en reçoit pas, mais la seule personne qui est soumise à l'expérience, le sujet, c'est celui qui pose les questions, c'est un QCM en fait, à la personne qui doit répondre, qui est assise sur une chaise électrique. De lui, c'est la seule personne qui n'est pas au courant de l'expérience et qui n'est pas un acteur. Qui est le cobaye. Quel cobaye, en quelque sorte, on parle plutôt de sujet en psychosocial. On ne parle pas de cobaye parce que c'est péjoratif, c'est connoté. Mais c'est le sujet, quoi, en fait. Et en plus, à la base, on lui ment, puisqu'on lui indique qu'il va faire une expérience sur la mémoire, mais sans qu'il connaisse le protocole. Et ils ne sont pas payés, hein. Il y a une petite annonce, on retrouve l'annonce dans notre livre. Ils sont à peine défrayés, ça ne représente pas grand-chose, donc ils ne viennent pas pour le pognon. Simplement, on leur dit, vous participez à la science, c'est une expérience sur le renforcement négatif. On va voir si la punition permet aux gens de mieux se rappeler. Mais ils ne savent pas ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils rentrent, ils n'ont pas un fusil sur la tempe, ils peuvent sortir quand ils veulent, hein. Voilà, c'est une pièce simple. Il y a un faux tirage au sort au départ qui attribue les rôles entre celui qui pose les questions et celui qui va y répondre et recevoir les chocs électriques s'il se trompe. Évidemment, ce tirage au sort est truqué. Les personnes se mettent en place. Ce qui est important, c'est que le sujet reçoit un petit choc électrique, un vrai, de 45 volts, pour qu'il se mette en circonstance et qu'il considère que sa machine marche bien. La machine de Milgram, on la retrouve facilement sur Internet. C'est une machine avec 30 leviers. Ça va de 15 volts à 450 volts. Et à chaque fois que la personne se trompe ou ne répond pas, on passe au levier suivant. Et vous doutez bien que dans l'expérience, celui qui répond aux questions, il se gourre tout le temps. Ce qui pousse le sujet à devoir asséner les chocs électriques. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc, lui, le sujet, il est persuadé que la machine fonctionne, sauf qu'en fait, l'acteur, ça va même au-delà. Il voit que l'acteur se met, qu'il pense être un mec random comme lui au départ. Hein. Il voit que le mec se met dans la pièce, il ne le voit plus, après il y a un mur entre tous les deux, mais initialement, il va voir qu'il s'installe sur une chaise électrique, il voit bien la chaise électrique, la personne s'installe, elle est harnachée et tout ça, et ensuite, dans la suite du protocole, l'acteur, en fait, il s'en va, c'est une bande-son qui tourne, pour que chaque sujet soit exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire On entend les râles, en fait. On entend des cris de douleur et des râles. Ouais, il tape sur le mur même et tout. Ouais. Et il y a dans le protocole, par exemple, à 150 volts, il crie et dit je veux arrêter, je suis cardiaque, voilà, par exemple. Et il y a régulièrement comme ça des cris de douleur de cette personne-là, même des cris du fait qu'il souhaite partir. Et on voit ce que ça va faire sur le sujet. C'est-à-dire que celui qui assène le choc électrique. Évidemment, au début, ça va, c'est même rigolo. Et à un moment donné, il rigole plus, quoi. Parce que le mec en face, il manifeste de la souffrance exacerbée. Et même à partir de 300 et quelques volts, il dit je répondrai plus. Et il répond plus. Et dans le protocole, s'il répond pas, c'est une erreur. Donc là, le sujet doit administrer des chocs électriques. Et à chaque fois qu'il répond pas, c'est toujours de plus en plus fort. Et on sent que là, la personne rentre dans une inquiétude. Là, on voit la dissonance cognitive sur leur tête. Hein. C'est filmé la vidéo de Milgram, y compris l'ancienne. On voit que là, ce qu'ils font n'est pas du tout en adéquation avec leurs valeurs, qui n'est pas d'envoyer des chocs électriques à un mec qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, ils ne s'arrêtent pas.
C'est quoi le pourcentage? 62% sont allés au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut se rappeler que Milgram, lui, il décrit ce protocole-là aux experts de l'époque. On dit là, il n'y a que les tarés qui iront jusqu'au bout. Et au final, 100% de gens vont jusqu'à 300 et quelques volts. À partir du moment où le mec parle plus, là, il y a des interrogations, il y a des gens qui résistent et qui partent. Mais 62,5%, je crois, vont jusqu'à la fin, 450 volts. Et sur la machine, il y a écrit choc léger, choc moyen, choc dangereux, choc limite mortel, quoi. Et à la fin, il y a 3 croix, où clairement, on sait que là, c'est pas bon pour le gars en face. Et néanmoins, voilà, il y a entre 62,5 et 65% des gens qui vont jusqu'au bout de ce truc-là. Dans cette variante-là, où ils ne voient pas la personne qui répond aux questions parce qu'elle est derrière un mur, sache, en fait, il y a une rupture de l'empathie, quoi. Dans certaines autres variantes, ça s'effondre, hein, les gens partent. Dans d'autres, c'est pire. Donc, je laisserai découvrir les gens. Et Milgram lui-même, il s'est retrouvé avec ces résultats-là en se disant, comment ça s'explique, quoi? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils n'ont pas le fusil sur la tempe, il n'y a pas d'idéologie, et la porte, elle n'est pas fermée à clé. Donc, les mecs, ils ne gagnent pas de pognon. Ils ne gagnent rien, en fait. Donc, il a voulu expliquer ça, et il s'est dit, finalement, est-ce que c'est pas... Enfin, il savait, hein, il avait ça en tête, puisqu'il a établi le protocole comme ça, mais il a vu que la seule présence de l'autorité avait un impact massif sur le fait que les gens restaient jusqu'au bout, et surtout la notion qui est importante pour Milgram, c'est que l'autorité soit considérée comme légitime. Dès l'instant où les gens considèrent que l'autorité n'est pas légitime, l'effet se casse, ils se barrent, ils arrêtent tout. Mais pour certains, la légitimité, elle a duré jusqu'à la fin. La simple blouse blanche ou grise, je ne sais plus comment elle est à l'époque, mais la simple figure d'autorité, dès l'instant où elle est légitime, fait que les gens vont, là, on peut dire jusqu'à tuer quelqu'un, grosso modo, ils n'en savent rien, hein. Mais le mec, il parle plus, hein. Ils vont jusqu'à lui administrer 450 volts, donc potentiellement, c'est mortel pour eux, surtout que le mec parle pas, encore une fois. Et l'autorité avait à sa disposition la faculté d'inciter les gens avec 4 phrases, 4 ou 5, toujours les mêmes pour tous les sujets. Et si les gens résistaient jusqu'à la 4e phrase, on considérait qu'ils étaient résistants, ils pouvaient sortir. Le protocole est établi comme ça, histoire que tout le monde soit dans les mêmes conditions et que l'autorité puisse quand même un petit peu manipuler la personne pour aller un tout petit peu plus loin. Mais quand on voit les phrases, honnêtement, c'est pas grand-chose, c'est vous vous êtes engagé à faire l'expérience de... On se rappelle de l'engagement, hein. Oui, quand les gens doutaient, quand on se mettait à douter. C'est ça. Parce que les gens se retournent et ils regardent le scientifique, ils disent mais vous pouvez pas aller voir s'il va bien, ou même moi je n'étais pas venu pour ça. Enfin, souvent ils manifestent un mal-être et l'envie de partir, mais néanmoins ils se lèvent pas. Et l'autorité, elle reste froide, elle a que 4 phrases, pas plus que ça, pour inciter les gens à aller au bout. Et ça va être tantôt vous êtes engagés, c'est une expérience scientifique qui nécessite que vous alliez au bout. Et une phrase, sans doute la phrase massive qui explique le comportement, c'est ne vous inquiétez pas, on prend toute la responsabilité à notre charge. Ça, c'est ce qui fait que les gens passent en mode ce que Milgram appelle l'état agentique. C'est-à-dire qu'à la fin, ils sont en mode automatique. Vous êtes déresponsabilisés. C'est pas eux les responsables, mais pourtant c'est eux qui baissent la manette, quoi. Et cette expérience a été reproduite de manière sans doute avec un protocole qui est un peu plus biaisé que celui-ci. L'expérience de Milgram en tant que telle, elle a été reproduite des dizaines de fois. Et l'effet est plutôt robuste. Et à un moment donné, l'un des auteurs du petit traité de manipulation, c'est Beauvois, qui est décédé depuis, a encadré l'expérience de Milgram à la télé. Donc les gens retrouveront ça sur Internet. Ça s'appelle Le jeu de la mort. Bon, voilà, le titre est un peu con, mais bon, c'était histoire de faire un documentaire sur le truc. Et en fait, c'est un faux jeu télé, mais qui utilise le protocole de Milgram, mais avec des vrais gens. Alors, il n'y a pas de sous en jeu. Le jeu dit qu'à terme, il y aura 1 million d'euros à se partager entre celui qui pose les questions et celui qui assène les chocs électriques. Mais là, dans l'émission, les candidats savent que c'est un jeu pilote. C'est-à-dire qu'on le fait en conditions réelles, mais c'est pour trouver un producteur. Donc, il y a le public, il y a Tanya Young qui présente, et puis il y a la machine de Milgram. Et la même chose que Milgram, mais en format. L'autorité, en fait, c'est plus un scientifique, c'est une présentatrice télé. Je donne pas les résultats, je laisse les gens découvrir ce truc. C'est assez impressionnant parce que l'avantage, c'est que c'est un truc qui date de 2009. C'est encore pire, en fait. Le résultat, c'est encore pire. Ouais, c'est pire. Il y a parce qu'il y a l'effet de groupe. Ouais, dans l'expérience de Milgram, ils étaient 2, et là, il y a l'effet de groupe. Ouais, alors, ils passent individuellement les candidats, mais il y a la variable publique qui fait que ça joue, quoi.
Donc ça, c'est un truc qui date de 2009. En plus, visuellement, ça, on voit vraiment mieux la dissonance cognitive sur le visage de ces gens-là que dans l'expérience de Milgram qui est un peu vieille. Mais on voit que les réactions sont similaires. Avec des phases où les gens rient parce que ça leur permet de se détendre même s'ils sont hyper mal à l'aise. Des phases où ils bougent dans tous les sens, ils ne se sentent pas bien. Enfin, on voit la dissonance cognitive. Et en fait, tout ce dont on a parlé dans l'expérience de Milgram, eh ben, en fait, c'est tout extrême. C'est-à-dire que c'est un engagement extrême, c'est une dissonance cognitive extrême, c'est une réduction de la réduction cognitive extrême et un état agentique qu'on ne retrouve pas ailleurs. Où là, clairement, la personne passe en mode un peu robotique. Ces expériences, c'est un peu l'extrême de la psychosociale. Elles sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'on sent que c'est un peu traumatisant pour les gens qui sont sujets. Donc, c'est pas facile de mettre en place ces Il faut expériences. vivre avec après coup, hein. Alors là, à la télé, ils ont bien débunké, même si on sent qu'il y en a certains, ça les a traumas un peu parce qu'ils se disent pourquoi je suis pas parti en fait. Parce qu'on veut tous être le résistant qui part dès le début. On se rend compte que c'est pas le cas. La plupart des gens, c'est pas le cas. Mais pourquoi c'est pas le cas? À un moment donné, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent challenger l'autorité. Oui, si on est au courant de ça. Si on est au courant de notre tendance à légitimer une autorité trop facilement et à se déresponsabiliser trop rapidement. En fait, il C'est y a pour un ça que les effet de systèmes dilution de la responsabilité. totalitaires reviennent. Exactement. Là, on déborde de l'histoire sectaire, mais on a des idéologies Mais on ne déborde pas tant que ça, parce on que crée des idéologies en permanence qui sont extrêmement coercitives. c'est ça. Je reviens sur la transidentité aujourd'hui. Puis il y a aussi des idéologies religieuses. Il y a des expressions religieuses extrêmes qui sont politiques extrêmes, qui sont coercitives. Exactement. Tout ça, Il y a aucun urbain, en champ, fait. tout à fait, il y a aucun champ qui est néfaste en soi, que ce soit la transidentité, la politique ou n'importe quelle forme d'idéologie. Mais dès l'instant où tu as une figure d'autorité à l'intérieur Voilà, qui se prétend légitime exactement. et qui donc met en place un système jusqu'au point où ça va être un système comme celui de Milgram, alors là, c'est extrêmement casse-gueule parce qu'on sent que les gens n'ont pas de remise en question. Ils sont vraiment dans un engagement extrême. Puis Et tu as des victimes qui deviennent des gourous. ah ouais, T'as le complètement, phénomène hein. aussi où Bien des sûr. personnes. Donc ça se répand. Ça, c'est un truc qui avait été mis en évidence par la Miviludes, parce que dans le fond de secte, on a l'image un petit peu désuète du gourou qui a une relation verticale avec tous ses adeptes. Mais Bien là, sûr. tout ça, c'est des phénomènes en réseau, en fait. Oui, 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 un, un gourou, quel qu'il soit, pour l'appeler comme ça, une figure d'autorité, elle a tout intérêt d'avoir des lieutenants, parce que c'est plus facile d'organiser un système quand il est pas trop non plus, parce qu'il faut le contrôler, mais quand l'autorité est plus perceptible. C'est-à-dire que Milgram a aussi démontré que, enfin même la psychosociale en général, l'autorité n'a pas besoin d'être présente physiquement pour avoir un impact en termes de soumission. On le voit bien dans tout un tas de croyances, l'autorité, elle est accrochée au mur, quoi. C'est un symbole, Oui, mais c'est... il y a des lieutenants qui viennent rappeler de Exactement, manière extrêmement concrète tout à le fait, contrôle coercitif. Et puis la c'est violence, ça. la violence, parce que ça, c'est la dernière étape. Euh, Parce que quand même des gens ont des mécanismes de sauvegarde. Tout le monde ne va pas se suicider pour faire plaisir au gourou. Tout à Mais fait. il y a des mécanismes de violence extrême qui sont mis en jeu. Mm. Ouais, en fait, ça De dépend. Pareil, diabolisation, mais à tous ceux ouais, qui doutent. Le c'est doute n'est plus ça, permis. Si tu n'es pas à fond dans la secte, c'est que tu deviens l'ennemi de la secte. bien Et sûr. toute cette énergie se retourne contre la personne qui exprime le moindre doute, en fait. Oui, c'est en ça où je disais que en fait, notre triptyque, la biais cognitif, soumission librement conscientie, soumission à l'autorité, ça se mélange, il y a des retours en arrière. On n'est jamais pleinement que dans la soumission à l'autorité. C'est assez temporaire la soumission à l'autorité parce que c'est extrême. Ça ferait péter une pile aux gens, quoi. Et donc, en fait, on maintient le système manipulatoire en revenant sur une exploitation de leur biais cognitif, typiquement le biais de confirmation, hein. On va les orienter que vers une seule source d'information. Combien il y a de dérives sectaires où on va dire tout le reste c'est de la merde, ne lisez que le livre de ce mec-là. C'est la base. Bon, ben ça, c'est le biais de confirmation. Le support social, toujours, on maintient les gens toujours dans la même sphère. On fait toujours des retours en arrière, comme ça, dans ces différentes techniques manipulatoires. Et de temps en temps, une petite soumission à l'autorité. Bon, passez-moi l'expression sur la petite soumission à l'autorité. Ben, ça permet de temps en temps marquer le coup avec des actions un peu choc. C'est-à-dire que chez Milgram, quand on voit ce que font les gens,
ça laisse des traces auprès des gens, mais vous doutez bien que dans un groupe, ça laisse bien des traces aussi auprès de la communauté, quoi. Oui, puis le risque de perdre le groupe, de perdre la communauté, de perdre le soutien, ce qui fait qu'on est. Mm. Je réfère à les animaux sociaux, quoi, les loups, imaginons. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes? C'est pas nous qui allons là tout de suite et décider et le déterminer. Mais je veux dire, c'est juste une hypothèse. Mais on existe. Nous sommes des animaux sociaux. On n'existe que à l'intérieur d'un groupe, quel qu'il soit. On est plus fort si on Bien sûr. est. Si peut s'identifier à un groupe qui est fort, mais ce groupe suppose qu'il soit aussi géré par des leaders. Si on n'est pas Ouais, tout à soi-même fait. leader, il doit être géré par des leaders et qui soit reconnu comme légitime. Et Oui, ça peut amener, c'est je pense sûr. qu'on est câblé dans notre cerveau pour obéir à ça, parce que c'est une question aussi de survie fondamentale. Et du coup, ça peut nous amener à nous identifier à des groupes extrêmement toxiques et à obéir à des leaders extrêmement coercitifs et toxiques. Bien sûr, ouais, puis on est des animaux grégaires, comme tu le dis, on vit ensemble. Et le fait qu'on vive ensemble, parce qu'on a besoin de ça, les êtres humains, Milgram l'explique aussi comme ça, et il a raison, enfin, même dans l'émission que j'ai citée, hein, il y a des règles, en fait, l'autorité, elle est importante pour les êtres humains, il faut qu'il y ait une autorité. Par exemple, il faut s'arrêter au feu rouge. Je pense que personne aujourd'hui va dire ma liberté, c'est de passer au rouge, ça serait complètement con, ça sert à rien. Ça met en danger la personne qui passe au rouge et ça met en danger, je sais pas, le gamin qui traverse son vélo ou des trucs comme ça. Donc, la plupart du temps, l'autorité légitime ne pose pas de problème. Il faut qu'il y ait une autorité légitime avec des règles légitimes. Ça a été théorisé en droit, hein, ça s'appelle la théorie de la baïonnette intelligente. Alors, ça a été mis à l'envers dans le code pénal parce qu'on va reprocher parfois aux militaires de ne pas avoir résisté à un ordre illégitime. Ce qui est complètement con parce qu'on sait que naturellement, l'être humain, il a du mal à résister à ça. Bon, bref. Mais c'est pour dire que ça rejaillit aussi dans le droit, mais parce que l'autorité, elle est indispensable pour les êtres humains. Il faut qu'il y ait une autorité avec des règles. Et simplement, de temps en temps, il faut se dire, attends, là, est-ce que mon autorité, elle est vraiment légitime? Genre, le mec, il se fait, je vais citer Raël comme ça au pif, mais le mec, il dit qu'il est le frère de Jésus et du coup qu'il est Messie. Bon, c'est crédible ou pas, quoi? Donc, est-ce qu'il est vraiment légitime ou est-ce que finalement, c'est un mec comme moi qui se raconte des histoires? Et qu'est-ce qu'il me demande? Typiquement, dans l'expérience de Milgram, si les gens prennent du recul, est-ce que c'est nécessaire que j'assène 450 volts à un mec qui répond plus aux questions? C'est idiot, quoi. Mais les gens le font parce que on leur a demandé que l'autorité est légitime. C'est l'expérience de la vie, comme tu le disais, l'expérience de la résistance qui fait qu'on se dit ah là, je suis dans une forme d'autorité qui n'est pas légitime et qui me demande des choses qui ne le sont pas non plus. Donc, il ne faut pas résister tout le temps, mais de temps en temps, il faut prendre effectivement du recul pour voir si on n'est pas dans un mécanisme comme ça d'escalade d'engagement complètement extrême, ou voire d'état gentil, quoi, dans certaines situations. D'autant plus qu'avec les réseaux sociaux et les algorithmes qui vont nous resserrer euh, nos champs d'expérience et d'information, ouvrir aussi à d'autres, hein, et puis tendance à accélérer ce côté grégaire chez les personnes qui pensent de la même façon, qui recherchent les mêmes choses. Ouais, Tout ça, ça mousse en fait. tout à fait. C'est entretenu. Comment se prémunir de l'emprise? S'informer, c'est vraiment la base, c'est-à-dire avoir connaissance de ce que sont les biais cognitifs, c'est-à-dire ne pas avoir conscience que de temps en temps on s'auto-manipule. Encore une fois, on n'est pas responsable, hein, mais il y a cette tendance de notre cerveau à être dans le système 1 assez spontanément parce que c'est intuitif et que c'est pas coûteux et que c'est pratique. Donc, se renseigner là-dessus. Se renseigner sur, toujours prendre du recul sur est-ce qu'on est vraiment complètement, on a vraiment complètement notre libre arbitre? Est-ce qu'on est complètement maître de nos décisions? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui installe des techniques de manipulation ou autres pour nous orienter? Bon, ben ça, si on les connaît, c'est plus facile de les repérer. Est-ce qu'on n'est pas face à une autorité, comme je le disais, qui n'est pas assez légitime que ça? Est-ce qu'on ne peut pas justement la challenger un peu, sans aller trop loin, mais juste déjà lui poser, remettre en cause son dogme, pour voir un petit peu comment elle réagit? Et puis, surtout s'interroger, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de contrôle coercitif, c'est-à-dire est-ce que nos relations sociales, on les maîtrise? On voit qui on veut quand on veut? On voit notre famille sans problème? Est-ce qu'on choisit notre boulot? Est-ce qu'on a notre agentivité, c'est-à-dire voilà, on peut faire la formation qu'on veut quand on veut, et s'orienter vers le champ de travail qu'on veut? Est-ce qu'on a le temps de sommeil qu'on veut, dont on dispose, c'est-à-dire vraiment peinard? Enfin, tout ce qu'on veut, voilà. Est-ce Est-ce qu'on qu'on fait des mange, vrais est-ce qu'on veut? choix? Est-ce qu'on Est-ce fait qu'on des fait... vrais choix et pas des choix dictés par la réduction des conflits potentiels? C'est ça, ça Parce que le contrôle coercitif, il s'exprime parfois de manière hyper insidieuse, en fait. Mhm. Juste pour éviter des conflits, en fait. Oui, c'est ça. C'est toujours cette notion de dire dans quelle situation on est et est-ce que notre consentement, il est totalement libre et éclairé?
est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes d'influence à la fois externes, le fait qu'on soit coupé du monde, ou bien par soumission librement consentie, ou une autorité qui nous dit de faire ça sans réfléchir? Tout ça, c'est de la métacognition. C'est toujours se dire pourquoi on prend ces décisions-là, pourquoi on pense ce qu'on pense. Toujours prendre du recul et se dire, OK, j'ai toutes les données à ma disposition actuellement, et à partir de toutes ces données-là, je peux en conclure que ouais, je décide par moi-même avec l'ensemble des informations actuellement disponibles. C'est carrément pas facile, hein. Et des fois, quand on est complètement manipulé, on peut pas le faire parce que on est précisément manipulé pour pas avoir cette possibilité-là. Donc parfois, le seul espoir, c'est que quelqu'un d'extérieur vienne nous l'apporter. La famille, une association, une autorité. Des fois, c'est la justice, hein. C'est le coup de bâton, quoi, hein, qui va taper des fois sur la victime parce qu'en tant qu'auteur, elle a fait de la merde, et parfois directement sur le gourou. Moi, j'ai vu des gourous avoir une attitude complètement enfantine sur les bancs de la justice, parce que face à un juge, ah ben, c'est plus des messies, c'est plus les frères de Jésus, c'est des gens qui sont jugés là, comme les autres, et ça a un impact sur la vision des adeptes. C'est là où ils se rendent compte que, ah ouais, en fait, il n'est pas surpuissant, il se sort pas de toutes les situations. Pour ça, c'est assez utile la justice, ça, c'est le mur du réel, moi j'appelle ça. Tac. Et donc, ben, parfois, les gens ne peuvent pas voilà, avoir cette capacité de s'alimenter à l'extérieur. Il faut parfois que l'extérieur vienne dedans. C'est de loin le plus compliqué, clairement. Est-ce qu'on peut parler des critères de la Mivilude? Est-ce Ouais. que ce sont des choses que tu utilises? Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'aux sciences scientifiques, bon, c'est un peu brouillon. Aux sciences juridiques, ça n'a pas de consistance puisque c'est de l'institutionnel, hein. Ça repose déjà sur une notion, la dérive sectaire, qui n'est pas une notion juridique, mais qui a au moins une définition au cœur de la Mivilude. Donc, c'est une définition, on va dire, officielle, et qui a été agrémentée par des critères et des sous-critères. Moi, je me sers plutôt des sous-critères, il y en a une trentaine, ce qu'on appelle des signaux d'alerte, mais grosso modo, on retombe sur le même schéma. Donc, on en a parlé, déjà, il y a la déstabilisation mentale, hein, que moi, personnellement, je définis avec Amélie comme la suggestion psychologique qu'on retrouve dans le code pénal. Mais il y en a d'autres, et les autres, en fait, ça va être des choses, ben, on est sur de l'institutionnel, on n'est pas sur de l'expertise psychologique. Oui. Donc la Mivilude, elle transmet, en fait, c'est une transmission, on va dire, d'une boîte à outils aux gens pour qu'ils essayent de repérer les dérives sectaires dans leur entourage, professionnel ou familial. Et donc, elle délivre des choses qu'on voit. Et par exemple, il va y avoir le discours antisocial, l'embrigadement des enfants, la rupture avec Avec l'environnement l'environnement. d'origine, c'est Exactement. systématique. Le détournement des circuits économiques traditionnels comme le travail au black, je sais pas, par exemple le woofing dans certains milieux va être utilisé comme un outil de contrôle coercitif, hein. On pourrit complètement l'emploi du temps des gens, ils n'ont pas le temps de faire autre chose, ils sont à fond sur le truc sectaire et puis voilà quoi. Que des Les choses atteintes, visibles. les atteintes à l'intégrité physique, Bien sûr, voilà. Ces choses-là, on arrive à les les troubles à constater l'ordre facilement. public, Tout à fait. l'importance des démêlés judiciaires, le détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives C'est ça. d'infiltration des pouvoirs publics. On retrouve ça, je veux dire, ça devrait faire partie de l'enseignement de base des élèves. Exactement, ouais. D'apprendre à devenir adulte, c'est se méfier de tous ces phénomènes. Et moi, C'est ça. je trouve extrêmement dommage que les zététiciens, qui apportent une connaissance et l'esprit critique, qui enseignent l'esprit critique et qui font un travail social remarquable, là je fais un aparté, hein, mais bon, voilà, soit complètement aveugle à l'idéologie transgenre en fait. À ces phénomènes, c'est-à-dire qu'ils vont, alors la psychanalyse c'est pas bien, bah, ils ont raison, tout ce qui est astrologie c'est pas bien, ok, mais il y a des choses extrêmement importantes qui mobilisent la société de manière fondamentale. Alors il y a des éthiciens qui sont pas d'accord avec ça, mais qui se taisent parce qu'ils ont peur aussi, hein, il y a qui peur des menaces, et puis il y a des gens qui ont plongé à fond alors qu'ils sont censés enseigner l'esprit critique et qui ont plongé à fond dans ce truc, et il n'y a plus du tout d'esprit critique dès lors. Alors que ça, quand je lis les trucs de la Mivilude et puis de tout ce que tu viens de décrire, on est à fond là-dedans, hein. Alors, point qu'il y a des personnes transsexuelles qui disent attention, il y a des mécanismes sectaires, on est dans une dérive sectaire, ça va pas du tout. Il y a des choses qui vont pas, ils sont pas entendus, ils sont considérés comme transphobes. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis assez proche du milieu zététique parce que je suis assez proche de l'esprit critique. Je suis pas tellement producteur de contenu parce que je suis pas de chaîne YouTube ou quoi que ce soit, enfin, du moins pas en tant que créateur de contenu, mais nécessairement, je suis proche de l'esprit critique dans le sens où, dans mes rapports d'enquête, je fais un exercice d'esprit critique à disposition, en fait, de mes interlocuteurs judiciaires. Parce que la justice est super mal formée sur un certain nombre de phénomènes, dont les dérives sectaires.
Donc, que je connais un tout petit peu le milieu des zététiciens et qu'au cœur des zététiciens, ben, parfois il y a quelques angles morts et quelques sujets sur lesquels, par affinité, par amitié, on s'embarque plus facilement dans une forme de militantisme qu'un autre. Ben, ouais, je dirais c'est basique. Alors, tantôt ça va être ça, parce qu'on est sur des faits sociétaux. Tantôt ça va être peut-être la politique, où on va être plus à gauche ou plus à droite, ou des gros marqueurs comme ça. Eh ben, je pense qu'ils en ont aussi conscience. Dans les dérives sectaires aussi, des fois on se frite hein, sur la notion, par exemple, de croyance. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui est perçu comme un mec anti-croyance. C'est aussi, je pense, notre façon de nous exprimer, notre discours, notre façon d'amener les choses qui fait que, avec cette mécanique de réseaux sociaux, on a du mal parfois à se comprendre, à s'expliquer. Peut-être que de temps en temps, il faudrait une petite table ronde physique pour qu'on s'explique les uns les autres et quand on essaye de comprendre pourquoi une personne dit ça dans une phrase courte, mais finalement son champ de pensée il est plus large. Essayer aussi peut-être les uns et les autres de dépasser notre militantisme. Moi j'en ai un aussi, hein, je le reconnais. Hein. Par exemple, moi, basiquement sur les réseaux sociaux, on a tendance à me voir comme quelqu'un qui est anti-spiritualité, même au sens large, plus qu'anti-religion, ce qui est complètement faux, puisque je suis plutôt d'orientation agnostique. J'aime pas les dogmes, mais ça, je pense qu'on a compris que j'aimais pas les dogmes. Au-delà de ça, la spiritualité, j'ai pas forcément de problème avec ça, tant que la spiritualité, elle reste à sa place. C'est-à-dire, pas de santé mentale, pas de santé physique. Moi, le reste, je m'en fous. Et tant qu'il n'y a pas de mécanisme d'emprise manipulatoire derrière, Oui. s'il y en a, donc, dans tous les domaines, si dans la transidentité, qui est un milieu que je connais très mal, mais si à l'intérieur de ça, demain, je devais avoir une enquête sur un phénomène de manipulation, de ce qu'on vient de décrire depuis le début, hein, eh ben, j'enquêterais comme sur n'importe quel champ de croyance, en fait. Dès l'instant où il y a une croyance qui peut être impactante sur la liberté des autres, et sur le fait qu'on peut prendre des décisions qui sont rédhibitoires et extrêmement graves, qu'on va avoir du mal à remettre en cause parce qu'on nous manipule derrière, parce qu'on exploite nos biais cognitifs, voire on nous soumet à une autorité ou on nous contrôle de manière coercitive, eh ben, il n'y a pas de raison que ça échappe à ça. Donc après, le milieu zététicien, je connais mal le débat qu'il peut y avoir là-dessus. Je vois vaguement ce que tu évoques, mais honnêtement, je ne connais pas bien. Il n'est pas impossible que dans le milieu zététicien, on me reproche peut-être de ne pas être plus ferme que ça. Je ne sais pas, je m'en fous un peu. Moi, j'ai ma liberté de parole, ils le savent. Je respecte tout le monde. Ce que je ne respecte pas, c'est dès l'instant où on porte atteinte à la liberté de la personne en lui cachant, quoi. En lui faisant croire qu'on la laisse libre de ses décisions de manière louvoyante, on exploite son errance, quelle qu'elle soit, et on la met dans une situation où elle va prendre des décisions de taré dans un phénomène d'escalade d'engagement qu'elle pourra peut-être jamais corriger. Ça, quel que soit le milieu, j'aime pas ça. Dans l'écologie, c'est pareil. J'ai longtemps été quelqu'un écolo. Je suis plutôt d'orientation de gauche. Depuis longtemps, je le suis encore. Mais là, actuellement, ce qui se passe à gauche, ça me gêne vachement. Il y a vachement de trucs qui me gênent, quoi. Et pourtant, je reste Bien mieux que attaché. On ne peut Mais, pas s'empêcher d'être gêné par un certain nombre de bah oui. discours qui ne sont pas assez éclairés sur la thématique de mais est-ce que là, vous laissez vraiment les gens complètement libres et éclairés? Est-ce qu'il y a l'ensemble des données? Est-ce que la science est dans le débat? Est-ce qu'on met de la science là-dedans? Est-ce qu'on met de l'esprit critique d'ailleurs? Je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de connaître tous les sujets, mais effectivement, bah, il y a, je pense, une phase de dialogue à aborder sur pas mal de sujets aujourd'hui, dans tous les champs comme ça, de sujets très sociétaux, où il y a beaucoup d'affects, beaucoup d'émotions. Ben, je pense qu'on est tous globalement des gens intelligents et qu'il y a moyen de se poser et de réfléchir. On sera peut-être pas d'accord sur tout, mais au moins de trouver une forme de cohérence d'ensemble pour que, à la fin, les choix justement sociétaux soient guidés par l'esprit critique le plus robuste possible. Encore une fois, moi, j'en reviens toujours à mes bornes. Hein, c'est la science et le droit. Bon, là, il n'y a pas tellement de droit en la matière, quoique. Mais voilà, toujours en revenir à ces bornes-là pour qu'il y ait un vivre ensemble le plus cohérent possible. Aucun milieu ne peut être intouchable vis-à-vis de l'esprit critique. C'est ça. Ah ben tout à fait, mais ça, je pense que, y compris au sein de la zététique, on entend parler des zététiques teubés et trucs comme ça. Il y a beaucoup de vannes qui sortent, comme si les zététiciens prétendaient échapper à leur biais cognitif. Non, je crois qu'ils ne le prétendent pas. Et ils ne le prétendent pas, et du coup, ben, forcément, de temps en temps, ils en sont victimes. Et j'espère que par contre, ils ont une capacité comme il faudrait l'avoir, ben, de remettre en cause, justement, comme on dit depuis le début, un certain nombre de décisions, de discours et tout ça. Parce que ça, c'est la base. Voilà. Merci Benoît, merci, c'est génial. Merci à Merci pour toi. tout. I could
feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take